Bonsoir à tous. Alors, bienvenue au cœur de cette vulvaventure, donc la 8e vulvaventure de l'association Nouveau Cycle. Et ce soir, on va parler de la chronique des sextoys. Donc, je vais commencer par me présenter, du coup, vu que c'est moi qui vais animer cette table ronde, et je vais laisser nos invités de qualité se présenter par la suite. Je suis artiste de l'intime, mouleuse de l'intime, et je travaille actuellement dans un love shop en plus de ma démarche artistique depuis peu d'ailleurs, et je suis quand même bénévole depuis à peu près un peu plus d'1 an à l'association Nouveau Cycle. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des super, des super bons intervenants que je vais laisser du coup vous présenter dans l'ordre que vous avez envie. Et du coup, je commence. Alors, je m'appelle Pauline Martineau. Je suis la fondatrice de NU. C'est une marque sensorielle dédiée à l'intimité. J'ai créé donc un vibromasseur sensoriel qui vous pourrez d'ailleurs le voir à la fin de la table ronde. Parce qu'en fait, j'ai créé cette marque tout simplement parce que pour moi, l'intimité, comme beaucoup d'aspects dans cette société, était surconsommée. Et je voulais absolument apporter beaucoup plus de douceur, de texture, rapporter en fait les sensations au cœur de l'intimité. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que l'aventure de Nu est née et que le premier produit a vu le jour, il y a maintenant presque 3 ans. Bonsoir à tous. Je m'appelle Stockwell. Je suis sexothérapeute et thérapeute de couple et aussi créatrice d'un podcast qui s'appelle Unisex, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis aussi, j'interviens parfois aussi dans les sectes de genre de femmes et j'interviens aussi dans les retraites de yoga. Pour parler des sujets pour tous les mois, mais aussi des sexualités. Je suis très heureuse de parler de ce sujet-là. On a une histoire de tout et ça va être super. Donc, je suis très contente et merci d'être nombreuses ce soir d'avoir vu le froid et la tempête pour être là. Donc, merci beaucoup. Moi, je suis Maëlys Marty. Je suis bénévole dans une super association qui s'appelle Nouveau Cycle, notamment sur les interventions d'éducation à la sexualité, notamment auprès des petits collégiens. Et je suis aussi et surtout vendeuse dans un love shop aussi. C'est la concurrence depuis quelques temps. Et on se voit. Wow. Et donc vendeuse dans un love shop depuis quelques temps, un love shop qui essaye de casser un petit peu les codes des sex shops un petit peu glauques dans des petites ruelles. On est vraiment, je travaille dans un super magasin tout coloré avec de la lumière qui donne envie de venir et voilà, donc qui est très chouette. Je m'appelle Ivo da Silva, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content aussi d'être avec vous toutes. Merci à Nouveau Cycle pour l'invitation. Moi, je suis journaliste. Voilà, je suis journaliste. J'ai créé un compte Instagram il y a 4-5 ans qui s'appelle Cœur Michon, qui parle de cœur et de michon. Donc, voilà. Donc, ça parle d'amour et de sexualité, de consentement, de couple, de célibat, de tout ça. Je suis aussi auteur. J'ai sorti 2 livres, dont un qui était un peu plus humoristique et l'autre un peu plus dans l'éducation sexo, et également animateur. Voilà, animateur radio. Et qu'est-ce que je peux dire? Et voilà, en fait, ce sont des questions qui m'interpellent depuis quand même pas mal d'années. De base, je voulais être journaliste politique. On n'y est pas, et c'est pas grave. Donc, je suis journaliste de l'intime, parce qu'aujourd'hui, on peut dire ça. Comme un journaliste sportif ou culturel. Moi, je suis journaliste de l'intime ou journaliste sexuel, les deux se disent. Voilà. Merci à vous toutes pour cette belle présentation, du coup. Donc, comme vous le savez tous, on va parler de l'histoire des sextoys de toutes les manières possibles. Donc, juste pour replacer un peu dans le contexte, je vais introduire sur son histoire, tout simplement, en fait. Dans un premier lieu, à la préhistoire, en fait, on a découvert des gros phallus sculptés dans la pierre. Très sincèrement, ils s'en servaient pas du tout pour des fins intimes, c'était plus à des fins symboliques pour la fertilité de leur champ. Ensuite, on pense à Cléopâtre qui aurait créé le premier vibromasseur avec un rouleau de papyrus où elle aurait mis des abeilles à l'intérieur. Je vous rassure, ça reste un mythe. Ensuite, c'est à l'Antiquité grecque où là, par contre, c'est beaucoup plus la fête intimement parlant et où on commence à avoir des jouets créés à partir de cuir, qui était le cuir qu'ils utilisaient pour les sandales.
et qui étaient rembourrés donc de poils d'animaux, de tissus, de soie, etc. On appelait ça les Hollyboss à l'époque. Voilà, donc c'était les premiers jouets qu'on a découverts dans cette idée-là. Ensuite, le Godmichi, je pense à vous les filles. Le Godmichi, ça vient de la signification en fait qui veut dire réjouis-moi. Donc voilà, on comprend très bien à quoi sert le sextoy, en tout cas à la Rome antique, parce qu'ils utilisent bien cette appellation. C'est au XVe siècle après qu'on commence à faire des didelos un peu plus poussés, avec des didelos en verre, surtout en Italie. Donc c'est les personnes plus aisées qui pouvaient se fournir ce genre de jouets, et ça commence à se perfectionner de plus en plus. Et après, c'est au XVIIe siècle, du coup, que là, ça devient une monnaie courante, et où, notamment à Paris, on fait appel à la comtesse, donc les nonnes et toute autre personne, ou même dans les bordels. Voilà. Les bordels. Où on fait appel du coup à ces fameux consolateurs qu'on a appelés. Voilà, et donc la petite comtesse, c'était Madame Marguerite Gourdon, qui était une petite vendeuse qui avait une petite boutique, voilà, où elle vendait tous ces petits jouets. Et ensuite, c'est en 1883, du coup, où on a, on va dire, le premier vibromasseur, le marteau de Granville. On en parlait tout à l'heure, il n'a pas une très très belle histoire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine époque où on considérait que les personnes qui avaient un utérus pouvaient être hystériques et que du coup, elles nécessitaient d'avoir des massages vulvaires. Donc, comme les médecins faisaient ces petits massages-là, et on avait un peu marre, et n'étaient pas très doués, on va pas se mentir, mais ils ont inventé le marteau de Granville pour que la machine fasse son propre le travail comme il le voulait. Bon, le premier vibroélectrique, pareil, Jean-Martin Charclot, c'est un ami de notre cher ami Freud. Voilà, on sait tous ce qu'on en pense aussi, mais cette maladie mentale, elle est rayée en 1952, je vous rassure. Heureusement. Et après, en fait, c'est là où, du coup, le vibro, il devient plus courant dans les ventes de correspondance, avec aussi l'électricité qui arrive dans les foyers. Et c'est le magazine La Redoute qui commence à vendre ces jouets-là, à côté des machines à laver et tout ustensile électronique. C'était des vibromasseurs pour le visage qui permettaient de conserver une beauté et une jeunesse éternelle, si je puis dire. Voilà. Mais les premiers, enfin, on va dire que c'est plutôt au XXIe siècle, du coup, où là, ça se démocratise pour le plaisir et pour le bien-être, avec le premier stimulateur clitoridien de Toy Levin, qui revisite le fameux canard vibrant. Voilà. Donc là, on va dire qu'on sort un peu du contexte, et là, on parle vraiment de plaisir à ce niveau-là. Et c'est Sonia Rykiel qui reprend ce petit canard, qui le design, et là, ça devient un succès. Donc, on va dire que enfin le jouet, le sextoy devient quelque chose d'important pour la société, dans le sens où ça devient une représentation, une symbolique pour la libération intime et sexuelle. Et d'ailleurs, on le voit dans la série Sex and the City, où c'est la première fois qu'il sort sur nos écrans, en dehors des heures, on va dire, peu fréquentables, pour certains, bien évidemment. Voilà, et là donc c'est mignon parce qu'il parle vraiment de quelque chose de rose, de tout mignon qui fait pas peur, et donc à partir de là on associe vraiment cet objet à une libération de la sexualité. En gros, on arrive sur des love shops, on arrive sur une commercialisation plus accessible, et aujourd'hui suite à l'étude de IFOP, il y aurait un quart des personnes qui auraient un jouet à la maison pour leur propre plaisir. Voilà, donc là, je voudrais commencer par cette première question. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre? Sous Métropolis, ça va être très long. Eh ben moi, ça ne me surprend pas du tout. Voilà. Non, un peu quand même. Mais c'est vrai que c'est quand même un premier truc qu'on peut se dire au magasin où je travaille. On voit vraiment beaucoup de gens, et on voit pas que des jeunes. On voit vraiment tout type de personnes, sans aucune distinction de genre, d'âge ou quoi que ce soit, avec des demandes qu'on peut vraiment pas classifier. Enfin voilà, il y a vraiment tout type de personnes qui viennent demander tout type de choses. Donc ça me surprend pas tant que ça, surtout que les toys, ça se partage. On voit quand même majoritairement des couples, et donc, alors je sais pas comment a été fait la statistique. Est-ce que s'il y a un toy pour deux personnes, mais
Mais en tout cas, moi, ça me surprend pas tant que ça. Bah, justement, on en parlait, qu'il y avait beaucoup plus de femmes 28% selon l'étude des femmes disaient avoir un sextoy chez elles, contrairement à 24% des hommes, et qu'il y avait 45% des personnes en couple qui utilisaient un sextoy, à la différence de 29% en solo. Voilà. En plus, c'est pas un chiffre qui me surprend parce qu'il y a aussi la démocratisation autour du plaisir féminin avec la masturbation, la découverte du corps et notamment cet objet qui s'est énormément démocratisé ces dernières années et qu'aujourd'hui on a chez nous, qu'on n'a pas forcément honte d'acheter, et on a toutes les couleurs, toutes les formes et voilà, qui est un outil et un objet qui peut aussi venir justement être dans la découverte de son corps et de son plaisir. Donc, c'est ce qu'on va voir au fil du talk, mais il y a plein d'aspects très positifs et aussi peut-être des limites à ces objets-là aussi. Mais en tout cas, oui, ce chiffre ne m'étonne pas. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que l'on sait et ce qui est peut-être pas dit. Il y a peut-être même plus personnes, mais qui ne le disent pas forcément parce qu'ils sont aussi pas encore à l'aise avec cet objet-là. Donc oui, ça ne m'étonne pas du tout. Et effectivement, il y a de plus en plus de paroles qui se libèrent autour de ce sujet. Et comme on avait pu se dire chacun autour de cette table que, étonnamment, il n'y a pas de tranche d'âge, il n'y a pas forcément de point qui va en fait un peu différencier les personnes qui ont des vibros ou pas, à part peut-être un aspect financier pour beaucoup, mais ça, on y reviendra lors d'autres discussions. Mais sinon, en règle générale, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi apporter toute une libération chez la femme, chez le couple en règle générale, et d'apporter une dimension beaucoup plus en connexion avec soi, avec son corps, avec son plaisir, avec son ou sa partenaire. Mais comme disait Louise aussi, il faut faire attention à certaines dissonances aussi qu'on peut en apporter avec son corps et ses ressentis. Mais le fait que les gens aient le choix ou non d'avoir des vibros et des sextoys chez eux, je pense que c'est la question principale qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel point cette libération de la parole, elle nous a aussi un petit peu formaté dans une obligation parfois d'avoir ces sextoys chez soi, parce qu'il y a eu une époque où c'était... faut pas parler de masturbation, faut pas parler de plaisir parce que c'est gênant, c'est tabou, et que maintenant ça prend un aspect qui parfois peut être complètement tout l'inverse, c'est-à-dire plus on libère la parole, plus ça peut créer aussi des problématiques de complexes, de course à l'orgasme, de complexes de corps, de complexes de sexualité aussi en règle générale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit soulever aussi. Moi, ce que ça m'inspire, ce chiffre, c'est que effectivement, je pense qu'il y a, on l'a dit, donc potentiellement de plus en plus de personnes, hommes, femmes, personnes non binaires ou autres, mais qui achètent des toys. Mais il y a effectivement une sorte de détabouisation. Je parle très bien pour un journaliste. Moins de tabou là-dessus. Et ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même toute une époque où les toys ce n'était, en tout cas, on avait l'image que les personnes qui détenaient des toys, c'était des personnes désespérées, qui n'arrivaient pas à pécho, il y avait vraiment ce truc-là de se dire, ok, souvent les femmes, on disait, elle n'arrive pas à pécho un mec, donc elle a besoin d'avoir ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a cette injonction, on en parlera sûrement plus tard, mais 25%, c'est ça, 25%, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que peut-être que quand on n'a pas de sextoys, on est pointé du doigt. Mais on va en parler pendant cette soirée. Ok, c'est super intéressant. Merci. À chaque fois, j'adore. Du coup, par rapport à donc, tout ce qu'on vient de parler, par rapport à dans le fait que ça inspire par rapport à la santé sexuelle et au bien-être des individus, on a parlé du fait que justement ça pouvait être autant des points positifs que des points négatifs. Et est-ce que ça aurait un lien, si je puis dire, par rapport à l'innovation et à la technologie de ces jouets, dans le sens où il y a un peu une forme de course à l'orgasme, si je puis dire? Qu'est-ce que vous pouvez...
Alors moi j'ai un avis très précis sur le sujet parce que c'est vrai qu'en ayant ma propre marque de vibromasseur, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup penchée. Et comme je vous expliquais voilà, lors de ma petite présentation, Nu est né vraiment du constat que la sexualité pouvait être surconsommée et principalement avec des marques de sextoys, je pense qu'on connaît tous, qui ont créé leurs produits vraiment étudier leurs produits mécaniquement pour nous donner un orgasme à nous les femmes en 20 secondes, top chrono. Et il y a eu souvent ce rapport, en tout cas aux personnes qui m'entouraient, de se dire qu'on était, encore une fois, à la course à l'orgasme, à la course au plaisir, parce que certes, c'est rapide, c'est efficace. En rentrant du boulot, on n'a peut-être pas envie de se prendre la tête, mais cette technologie-là pouvait aussi nous pousser à se déconnecter complètement de notre corps, complètement de nos sensations, et aussi de notre partenaire, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est hyper important de le faire, d'y faire attention. Et je pense que vous pourriez en parler mieux que moi sur ça, mais de vraiment compartimenter l'utilisation pour pas que ça tombe dans une forme de dépendance ou de déconnexion de soi, en fait. Ouais, moi je vais rebondir là-dessus, qui est un sujet notamment en sexo très important. J'en fais un peu aussi mon cheval de Troie, c'est le rapport à l'utilisation. Quand on parle d'utilisation, on parle d'objet, et quand on parle de sextoy, on parle d'objet. Donc c'est aussi quel rapport j'ai avec l'objet. Et aujourd'hui, il y a un peu cette aliénation, cette fusion qu'il peut y avoir, et on en oublierait presque que c'est un objet. Mais en fait, la consommation avec un objet, il peut y avoir des conséquences, et des conséquences assez graves, notamment avec une dépendance à l'objet. Et moi, j'aime bien comparer la sexo avec la nourriture. La pornographie ou les sextoys peuvent être comparés à un exhausteur de goût. Donc, vous imaginez si vous mettez un exhausteur de goût à chaque repas, et quand vous prenez un repas dit avec des produits naturels, il a plus de saveur, il a plus de goût. Donc, et ça fait des désastres entre guillemets sur notre rapport à notre imaginaire érotique, à notre corps et à notre notion aussi de la rencontre, sur un très large panel. Et on en arrive à une sorte d'appauvrissement de pas mal de choses et du coup à une souffrance. Et je te rejoins aussi un peu sur peut-être la déconnexion un petit peu de notre corps où cet objet viendrait s'immiscer et entre guillemets un peu pas nous déposséder, mais viendrait un peu dans ces sociétés de flemme et viendrait un petit peu une perte de responsabilité. Cet objet viendrait prendre une grande place. Donc ça, c'est important. Et puis la course à l'orgasme, bien sûr, c'est un peu bateau, mais plus on le veut, moins on l'obtient. Donc cet objet, il est là pour un clic. Je fais le lien avec la pornographie, mais c'est un peu ça. J'ai une envie, un acte décharge, ça va arriver une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais si j'arrive pas à me sortir de ça, je rentre dans quelque chose de ritualisé, je change en quelque chose d'enfermant. Et après, tout ce qui peut être à côté, n'existe pas ou aussi s'appauvrit. Donc surtout en termes de l'orgasme, c'est certes, pourquoi pas de temps en temps y accéder, mais moi, il y a une métaphore que j'aime bien aussi, c'est la métaphore de l'autoroute. Pourquoi pas de temps en temps prendre comme ils appellent ça, les péages, donc Vinci, mais au bout d'un moment, ça coûte cher et c'est redondant. Pourquoi pas aller vers une départementale parfois? Ça prend un peu plus de temps, c'est moins cher et on peut observer le paysage. Et on va comparer peut-être, pourquoi pas, le péage à l'orgasme, donc ça va être direct, et la départementale, passer par une jouissance aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on va beaucoup sacraliser cet orgasme-là, on va en faire beaucoup de choses, et comme je disais, plus on veut, moins on l'obtient, et on en désinvestit la jouissance, qui est primordiale et nécessaire dans la sexualité, comme l'érotisme, comme le sensoriel, et arriver à cette performance, ce résultat qui fait beaucoup de mal et qui nous éloigne au final de nos ressentis et de ce futur, parce que dans le présent, et où on sait que la sexualité se trouve là-dedans. Bon, je divague un petit peu parce que c'est même un peu plus loin, c'est rallié même à la société dans laquelle on vit, mais c'est cette idée que cet objet-là, oui, mais quel rapport j'ai aussi. Voilà, c'est l'objet. Donc, quelle conscience j'y mets, quelle intention j'y mets. Voilà, et c'est un peu comme tout, c'est une consommation en raisonnée. Donc, si je peux aussi de temps en temps aller prendre plus de temps et aller pour découvrir le chemin, un autre chemin, c'est tout autant important. Voilà. Mais, pardon.
Mais clairement, c'est quelque chose qui fait peur. Moi, je vois beaucoup de gens au magasin qui, notamment de femmes, qui me disent ah ouais, j'aimerais bien avoir un jouet parce que avant tout un sextoy, il y a quand même une notion de découverte. C'est a priori personne ne vibre, donc on va découvrir la vibration et ça peut être chouette, ça peut ajouter quelque chose. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont peur de trop aimer ça, qui ont peur de développer une dépendance et qui du coup se brident déjà à se dire bon bah non, en gros j'ai envie d'acheter un sextoy, mais pas un trop bien non plus, parce que après je vais plus savoir quoi faire de mon mec. Ce qui se rendait. Oui, tout à fait. Mais déjà, quand il y a l'idée, j'ai peur d'être dépendant, bah, il y a déjà la conscience. Donc après, c'est vraiment comment l'objet rentre dans mon quotidien au final. Parce que bien sûr que les vibros, les sextoys sont une invention exceptionnelle pour la découverte. Hein. Vraiment, il y a des femmes qui découvrent leur plaisir grâce aux sextoys. Mais encore une fois, c'est l'intention que je vais y mettre. L'utilisation. Donc il y a même un rapport pédagogique en fait, mais un peu comme tout avec les réseaux sociaux, avec tout. Il y a des aspects superbes et il y a des aspects, enfin, il y a des limites en fait. Et ça, je pense que c'est dans la pédagogie de ces nouveaux outils aussi, comment on peut l'amener. Parce qu'il y a du bon comme il peut y avoir des limites. C'est pas forcément positif ou négatif, c'est quelles sont les limites et comment on va l'appréhender, quoi. Mais c'est un peu comme tout en fait. Ça, c'est important. Mais carrément. Et j'ai l'impression que souvent les gens ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Après, évidemment, il y a plein de types de clients différents, mais il y a plein de gens qui, quand on leur dit, bah oui, c'est un œuf vibrant, c'est destiné à être utilisé en vaginal, mais vous pouvez très bien l'utiliser en externe sur le clitoris. Ah bon? Bah oui, vous pouvez même le faire vibrer partout sur qui le veut bien, enfin qui le veut bien, c'est important. Mais on peut le faire vibrer sur les tétons, on peut le faire vibrer en externe, et c'est très très ouais, il y a un vrai, enfin en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être accompagnées là-dedans, de décloisonner, de faire preuve un peu de créativité avec ou sans les toys, mais les toys étant quand même quelque chose qui aide à ramener quelque chose de nouveau, quoi. Il y a juste un côté fun aussi, c'est pas. C'est ça, et puis effectivement, vous parliez de cette course à l'orgasme qui est frénétique, on va pas se mentir. Qui en fait, oui, on va pas faire tout un débat sur la société dans laquelle on vit, mais on est quand même dans cette société où, allez, on y va. On est dans cette société où tout va vite, où on veut tout. En fait, c'est une société capitaliste, individualiste, et c'est ok ou pas selon mes préférences. Mais on est dans ce rapport, c'est le cas de le dire, mais ce rapport très que moi j'estime parfois un peu malsain avec les toys, même si ça apporte plein de choses positives et on va en parler, mais sur ce côté où en fait on veut aller vite, moi pour vous raconter, parce qu'on peut raconter des anecdotes aussi, je suis resté célibataire 4 ans et demi et j'ai découvert les toys il y a à peu près 4 ans et demi. Quand j'ai créé Cœur-Michon et que j'ai commencé à avoir des partenariats sur Cœur-Michon avec les marques. Donc au début j'ai reçu ça, je me suis dit bon je vais voir avant d'en parler, évidemment je vais tester. Et j'ai halluciné de l'efficacité. Moi, je suis un homme cisgenre, donc j'ai un pénis. Et parce qu'on parle beaucoup des womanizers, stimulateurs clitoridiens, mais il y a aussi des toys pour les hommes cis, en tout cas, ou pour voilà, les personnes qui ont un pénis, qui sont assez dingues. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai commencé avec de la masturbation dans des masturbateurs mécaniques, donc où c'est une gaine en silicone, et déjà avec des comment on dit, des strayures, oui, les striures dedans. Les stries. Voilà. Les stries, merci. Et c'était incroyable. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passait, parce que j'ai eu quand même cette petite dépendance tous les jours à utiliser ça tout le temps, au fur et à mesure que ça passait, je voulais toujours plus. Donc, parce que c'est mon job aussi, donc les marques m'offraient les produits et on en vient avec des produits qui coûtent parfois 200, 250, voire 300 euros, j'ai déjà vu. Donc c'est très cher, on en parlera plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, quand je revenais au premier produit mécanique où il n'y avait pas de vibrations, de trucs super dingues qui chauffent et tout, eh bien, je prenais moins de plaisir. Tout ça pour dire que j'en suis arrivé avec je l'avais raconté tout à l'heure, mais voilà, avec un toy très grand comme ça, la marque je la citerai pas, où en fait on met son sexe dedans et ça chauffe, ça baisse, ça monte, mais en même temps ça pivote, ça serre. Enfin, c'est un truc assez dinguissime. Et j'ai pas encore rencontré un ou une partenaire qui était aussi efficace. Mais je dis ça, mais mon partenaire est dans la salle, donc. Alors Non, mais vous allez comprendre. En fait, l'efficacité, justement, cette course à l'orgasme, en fait, pour moi, c'est pas une comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, comparaison déjà n'est pas raison. On en a déjà parlé, mais en fait, c'est exactement deux choses différentes. C'est prendre le temps avec un partenaire ou une partenaire. Peut-être que ce sera pas l'orgasme en 1 minute, en 2 minutes. Peut-être qu'il y aura pas d'orgasme, mais on s'en fout. Peut-être qu'on va s'arrêter en plein milieu parce que flemme, parce que fatigue, parce qu'on a envie de regarder la série qu'on regarde en ce moment et qu'on regardait avant. On s'en fout. Et en fait, donc tout ça pour vous dire que du coup, cette dépendance aux toys, je l'ai connue.
Après, c'est aussi en partie mon job, donc faut que je les essaye, on va pas se mentir. Mais vraiment, il y a aussi effectivement cette course à l'orgasme qui fait qu'on devient... Alors, ça fait très polémique de parler de ça, mais je trouve que, je prends mon exemple, je deviens moins... Il y a une sorte de désensibilisation, en tout cas, et de vouloir toujours plus, en fait, comme n'importe quelle drogue. Voilà. J'ai pompé l'ambiance? Non, pas du tout. Ah, ok. Et c'est comme on disait, hein, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Et c'est vrai que quand on l'alimente toujours avec des orgasmes rapides, du plaisir consommé et surconsommé, on prend vraiment même plus le temps de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la sexualité, qu'elle soit faite toute seule, tout seul ou à plusieurs? Qu'est-ce que c'est en fait ce rapport charnel? Quelles sont les sensations naturelles qu'on devrait ressentir? Alors c'est vrai que les sextoys, je trouve, ont un aspect très positif pour tellement de choses parce qu'ils apprennent à découvrir des sensations, comme on le disait, ils apprennent à découvrir aussi le corps parce qu'il y a certaines formes, certaines tailles, certaines méthodes qui vont être faites pour vraiment découvrir notre corps. Mais il y a ce rapport quand c'est vraiment hyper mécanique, quand la technologie est tellement puissante qu'en fait, on ne peut pas le comparer à un rapport humain. Et souvent, je pense que c'est la crainte de beaucoup je pense là en plus d'hommes hétérosexuels, mais même de femmes au final qui l'intègrent dans un couple, c'est pour l'homme, ça va me remplacer et ça va être complètement, je vais jamais pouvoir donner autant de plaisir à ma compagne. Et pour la femme, c'est, je connais ça. Comment je vais faire pour revenir à de la sexualité naturelle, on va dire. Et je pense que ça peut sincèrement créer une addiction. Mais beaucoup de personnes ont cette crainte. Beaucoup de personnes aussi sont dans ça, même sans s'en rendre compte. Parce que des fois, on va avoir tout le temps envie de sortir notre vibro et on trouve ça fade quand c'est plus le cas. Et je pense que c'est important de compartimenter, de savoir utiliser son vibromasseur quand on en a envie, de savoir le présenter peut-être à son ou sa partenaire pour apprendre quelque chose, mais aussi ça peut être utilisé complètement sous un aspect beaucoup plus thérapeutique, parce qu'il y a des femmes qui vont avoir besoin de se reconnecter à leurs sensations après l'accouchement. Il va y avoir des femmes qui vont souffrir de vaginisme, mais ça on pourra peut-être en parler tout à l'heure, parce que c'est un sujet aussi qui est important, qui vont pouvoir avoir un aspect beaucoup plus lié au plaisir grâce à ça. Mais en même temps, il faut avoir des moments où on peut apprendre à se reconnecter à soi. Dans un premier temps, si c'est de la masturbation seule, prendre le temps de se faire plaisir, de découvrir d'autres sensations en dehors de l'aspect très mécanique et un peu froid du vibro, et aussi d'explorer avec son ou sa partenaire des nouveautés, l'érotisme, la connexion intime aussi, je pense, est individuelle. Comme on a dit, la connexion à l'autre, ça n'a pas de prix. Donc, il faut bien en fait savoir compartimenter les choses. Vas-y. Non, vas-y, non, après vous, non. Non, mais je viens de parler, donc ça va être très très rapide, mais sur justement le fait que, pour que vous sachiez, je suis bisexuel, donc j'ai des relations avec des femmes et des hommes. Il y a effectivement, j'ai ressenti, en tout cas très personnellement, cette pression de me dire, quand j'étais avec des femmes et même avec des hommes, que les sextoys me remplaceraient. Je pense qu'on est nombreux là-dedans. Et moi, ce que je dis tout le temps à mes abonnés et à tous les autres, et puis je pense que vous le savez, mais c'est que les sextoys, donc c'est un assistant, en fait. C'est pas lui le patron. Et je dis ça dans le sens où, en fait, on peut aussi faire l'amour à ça ou son partenaire en utilisant un toy, et chacun sa place, même dans le rapport. Typiquement, je prends l'exemple d'un aspirateur clitoridien, c'est pour le clitoris, en principe, en tout cas. On peut, je vais pas rentrer dans les dessins, mais on peut effectivement utiliser les doigts en même temps que le toy et être avec son et sa partenaire. Et moi, je le vois, je reçois énormément de témoignages, mais vraiment beaucoup d'hommes, jeunes hommes, pas adolescents, mais vraiment, oui, des jeunes hommes qui ont moins de 30 ans, même parfois au-delà, mais qui me disent, en fait, je stresse parce que je suis pas aussi bon que le toy de ma meuf. Et je leur dis, mais est-ce que le toy de ta meuf, il lui dit je t'aime, est-ce qu'il la prend dans ses bras? Non, donc c'est très très différent. Ça, je l'ai déjà dit, donc à vous. Non, mais vrai. Et moi, je voulais dire aussi que il y a aussi des couples qui sont mariés depuis 40 ans, qui font l'amour toujours de la même manière et qui ont, au contraire, peut-être besoin d'un toy, d'un petit wand. Là, c'est les jouets vibrants qui ressemblent vraiment à des micros pour aller réapprendre à se masser tout le corps. Et peut-être que ça s'arrête là. Et en fait, ça peut aussi être le toy qui amène à reprendre le temps, à se redécouvrir et tout. Donc, au final, je pense pas que les toys créent les problèmes. C'est encore très lié à la société patriarcale et tout, mais c'est pareil.
les mecs vont se sentir en concurrence avec ça parce que ils vivent déjà dans une société où il y a énormément de pression à bander et à être en érection tout le temps, et à la performance. Donc ça ne fait que mettre en exergue des problèmes qui sont déjà là, je crois. Complètement. Et puis par rapport aussi aux questions, on parlait de technologie et tout, la question de la distance aussi avec tous ces jouets connectés qui permettent du coup de vraiment nourrir le couple même avec la distance. Enfin, il y a plein de choses à dire. Tellement de choses qui existent. Il y a tellement de types de sextoys différents. Les gens se rendent pas compte aussi, mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui existent. Et évidemment, il y a des toys qui sont connectés. Il y a aucune limite de distance. Ça marche depuis l'Australie. Enfin, c'est très. Mais bon, enfin après voilà. Mais il y a plein de trucs qui existent. Oh, venez à la boutique, c'est super. Du coup, on a un peu parlé donc de la relation que ça pouvait amener avec soi et avec le corps ou même avec son partenaire. Du couple aussi, que ça peut ranimer certaines flammes, etc. C'est vrai que c'est beau les couples qui disent ça fait 40 ans qu'ils sont mariés et ils arrivent à la boutique, ils ont envie de rajouter un petit spice. Ils sont trop mignons. Voilà, et donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même qu'on parle aussi de l'accessibilité et des prix de ces jouets. Parce que tu disais qu'il y avait plein de gens de tout âge qui passent à la boutique, mais la question du prix du jouet quand même est intéressante. Bah, c'est une vraie question parce que c'est très cher. Enfin, ça peut l'être. Après, il y a des toys enfin, je sais pas si peut-être les gens se rendent pas compte. À partir de 30 €, on peut avoir un petit toy vibrant rechargeable où on peut changer les modes. Enfin voilà, un truc qui est pas trop un gadget et qui est garanti. Mais bon, pour certaines personnes, 30 €, c'est juste pas possible. Et ça va jusqu'à, tu disais, jusqu'à 300 €. C'est assez impressionnant. Et encore, ouais, non mais carrément. Après, non mais. Tu veux y aller ? Ça va être rapide, je ne sais pas parce que c'est un sujet tellement complexe. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème des prix, c'est que 30 €, c'est vrai que ça peut être déjà très cher pour certaines personnes. Sauf qu'il faut savoir que il y a tellement de différences dans une confection d'un vibromasseur qui est à prendre en compte, que ce soit les matériaux, le type de vibration, parce qu'il va y avoir des vibrations basse fréquence et haute fréquence. Les hautes fréquences vont avoir plus tendance à venir piquer, donc à aller peut-être encore plus dans la désensibilisation d'un clitoris. Les basses fréquences vont plus aller en profondeur dans le corps, donc vont vraiment avoir cet aspect de sensation qui va être encore plus diffuse. Donc, comme je disais tout à l'heure en off, en fait, souvent les femmes, en plus en règle générale, parce que les hommes, ils ont un peu plus... là, je parle d'un cliché de couple hétérosexuel qui utilise des vibros. L'homme va avoir un peu plus cette facilité, comme dans la lingerie, de mettre l'argent et d'offrir un beau jouet à sa compagne, parce que ça va être aussi pour son plaisir perso. Mais les femmes, elles ont du mal à se dire « je vais m'offrir un vibromasseur de qualité qui, pour moi, commence... à partir de 60 €, je dirais. Parce que c'est vrai que 60 €, ça peut paraître cher, c'est beaucoup, mais socialement, je pense, comme tu disais tout à l'heure, on a plus la facilité de s'acheter une tenue qui va nous coûter 80 ou 100 € pour un peu briller en société, alors que pour utiliser quelque chose qui peut être vraiment bon pour soi, dans plein de façons possibles, parce que par exemple, pour moi, mon vibro sensoriel, il coûte 80 €. C'est un vibro qui est un vibro lié au plaisir, mais qui a aussi tout un aspect santé, médical, parce qu'il va aider, comme je disais tout à l'heure, les femmes qui ont du vaginisme, plein de choses comme ça. Et dans l'inconscient des gens, acheter un vibromasseur à 80 €, parfois ça peut faire peur parce qu'on n'est pas encore assez éduqué et qu'on peut trouver, comme beaucoup de choses dans la vie, des choses à 10 € sur AliExpress. Sauf qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est terrible, autant pour les perturbateurs endocriniens que ça peut avoir. C'est plein de phtalates. Il y a tellement de choses qui sont à prendre en compte que l'accessibilité dans les boutiques avec des prix assez bas, c'est intéressant. Mais il faut quand même avoir cette éducation de se dire que, certes, on a envie peut-être de commencer à essayer avec un pas très cher, mais ça peut très vite nous démoraliser et de se dire en fait j'aime pas du tout parce que c'est pas de la qualité et qu'au final il faudrait peut-être essayer avec quelque chose un peu plus cher mais qui ne nous désensibilise pas et qui ne fasse pas non plus un bruit de tracteur et qui soit peut-être un peu plus mignon, mais bon, ce n'est que mon avis.
C'est pour ça qu'on a le paiement en 3 fois sans frais à la boutique. Oui, puis on faut pas oublier aussi, c'est un objet qu'on utilise dans notre intime. Donc là, si on parle de pénétration, mais c'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on y met, c'est le respect qu'on peut avoir pour cette partie qui est aussi chargée d'histoire, voilà, c'est notre intimité, c'est notre histoire aussi. Donc qu'est-ce que j'y mets aussi dedans. Il y a quelque chose qui me faisait penser aussi, c'est par rapport à, si on prend un couple par exemple, c'est aussi l'idée de dialoguer autour de cet objet, parce que parfois il peut y avoir aussi un des deux qui pense faire une surprise, c'est-à-dire je vais en acheter un pour ma compagne ou mon compagnon, puis en fait la personne elle veut peut-être pas, ou ça ne tente pas trop, et du coup dans l'idée du couple, peut-être que du coup je vais le faire parce que ça, voilà, pour du zen, ou ça va faire plaisir. Et en fait, du coup, l'utilisation sera peut-être un petit peu biaisée, elle sera pas voulue. Donc pareil, c'est un objet, et à en discuter, à en dialoguer. Quelle forme, qu'est-ce que tu préfères? Pourquoi pas les choisir ensemble plus que faire un cadeau? Parce que est-ce que c'est pas un cadeau pour moi au final, plus que pour l'autre, ou pour nous-mêmes? Donc cette idée aussi de l'achat peut-être commun, et puis ça peut aussi amener à des discussions autour de l'intime, autour du désir, autour du plaisir, et amener peut-être aussi des créations de scripts érotiques communs, et donc un dialogue sexuel qui est important et nécessaire au sein d'un couple. Voilà, c'est un peu la thérapeute de couple là qui parle. Et surtout, c'est qu'en plus, je pense qu'on a tellement une mauvaise éducation sur les sextoys, et encore, ça va de mieux en mieux. Mais cette idée d'acheter un vibro à sa compagne ou à sa copine aussi, parce qu'entre amis, on peut s'acheter des vibros. Moi, la première, j'ai fait l'erreur, il y a des années, d'acheter un vibro, en fait, qui est obligatoirement pénétrant. Et ça a été, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle maintenant avec le recul. C'est qu'en fait, les hommes, quand ils viennent sûrement en boutique, peut-être que tu as ce recul-là, mais souvent c'est la taille, la performance, le pénétrant, alors qu'il y a mille et un autres designs qui existent et qui sont peut-être plus adaptés à d'autres types de personnes. Parce que là, on ne parle pas de chaussures que ta copine, elle adore ta paire de chaussures, tu lui achètes exactement la même, eh bien, elle va peut-être pas avoir la même sensibilité, peut-être pas la même relation à la pénétration, au plaisir clitoridien. Donc il faut faire aussi très attention à déconstruire ce qu'on sait à ce sujet-là, parce que là, sur ça, on est tous bien différents. Ouais, et à se poser la question de ce qui nous plaît et de ce qui va nous plaire ou pas. Moi, je vois tellement de gens dans la boutique qui me disent « Ah bah alors c'est mon premier, voilà, dites-moi ». Et je sais pas. Est-ce que vous voulez une stimulation interne, externe ou anale? Ah ben je sais pas. Bon, moi non plus, je sais pas. Enfin, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais sextoy, il n'y a pas de super sextoy pour commencer, il n'y a pas de... Enfin, et c'est difficile aussi pour les gens quand ils ont pas... quand c'est peut-être aussi la première fois qu'ils vont se masturber, de savoir ce qui va leur plaire. Donc, il faut prendre des sextoys polyvalents qui font un peu tout. Donc, au final, un sextoy pénétrant vibrant, c'est bien parce qu'on peut aussi le faire vibrer en externe. Bon, c'est des petits tips, mais après, voilà. C'est pas... Non, j'allais juste ajouter effectivement que sur le prix, moi je suis toujours très mal à l'aise du prix de certains toys. Je travaille pas en boutique, donc je peux le dire. Enfin, je dis ça, mais je fais la promo de ces toys sur Insta. Mais justement pour les faire gagner, pas que pour les vendre, je fais souvent des concours, parce que je suis très très gêné que effectivement à 18 ans, on n'ait pas les moyens d'y avoir accès si on en a envie. Encore une fois, aucune injonction, aucune obligation à utiliser des toys, mais je le vois dans les DM que je reçois de jeunes qui sont là, super ton concours, waouh, pour un Womanizer Liberty 2 ou autre chose, on cite que, mais il n'y a pas que WeVibe, les objets connectés qui coûtent 200 € parce qu'il y a la télécommande, il y a l'application gratuite qui permet que vous soyez en Australie effectivement et l'autre à Paris, bref. Et donc j'essaie de les faire gagner et je suis vraiment très gêné par le prix. Alors toute chose a un prix, toute chose de qualité a un prix plus élevé, mais en l'occurrence, je pense qu'on a dit les termes, c'est-à-dire qu'il faut trouver un toy quand on n'a pas beaucoup de moyens qui soit assez qualitatif, donc un peu cher, mais vraiment pas utiliser les toys à 10 € chez AliExpress, Temu et tout ça, enfin peut-être pas Temu, mais moi j'ai souvent été contacté pour vous dire sur Instagram, on parlera peut-être du rôle ou pas, hein, tu me diras, mais du rôle des créateurs de contenu dans la promotion et dans l'explication des toys. Mais je suis très gêné, je suis très souvent contacté par des marques de dropshipping, du mauvais dropshipping, qui me disent on vend des toys à 10 €, 15 € le stimulateur clitoridien, waouh, sur leur site, et toi tu toucheras 50% dessus. Donc je suis là, wow, ok, donc effectivement, si je commence à vendre des toys sur mes réseaux, je commence à vendre des toys à 15 €, allez, on va prendre un chiffre rond, à 20 € et que je touche 10 € par toy, je vais en vendre des milliers. Et je vais avoir beaucoup d'argent. Sauf que je pense que c'est notre responsabilité, nous aussi, en fait tout le monde, en tant que sexothérapeute, thérapeute de couple, en tant que vendeuse en toy, enfin tout le monde, d'essayer aussi,
tout l'intérêt de cet event, mais d'essayer aussi d'expliquer les choses, surtout aux plus jeunes. Voilà. Et il n'y a pas d'injonction à avoir absolument un toy, parce que là, c'est devenu les nouvelles Nike Air, ou les nouveaux trucs où en fait maintenant tout le monde doit avoir un toy. Si t'as pas de toy, t'es has-been. Déjà dire has-been, c'est has-been. Bref, donc non. Mais exactement, en fait, c'est exactement sur ce que je voulais rebondir. C'est que là, ce que tu disais, et ça m'a fait penser à ça, c'est cet phénomène de mode, limite, que c'est devenu. Parce que tu parlais des jeunes, justement, de 18, 20 ans, qui n'ont pas d'argent pour s'acheter un sextoy. Et moi, je me pose la question, en étant jeune, mais plus aussi jeune que ça, il y a tellement eu cette libération de la parole sur les réseaux sociaux que de plus en plus jeunes, on a envie d'avoir ce genre d'objet qui explore le corps, qui donne encore plus de plaisir. Mais moi, ça me fait me poser la question, est-ce que justement cet effet de mode n'est pas peut-être un petit peu trop poussé, parce que ça peut mettre des idées dans la tête de certains jeunes, de se dire c'est obligatoire, sinon on est trop nul, on n'a pas de sextoy. Et donc, alors je ne dis pas que c'est réservé à une certaine tranche d'âge ou à un certain type de personne, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait toujours soulever certaines questions, ce type de table ronde, d'échange, parce que pour moi, c'est vrai que je me dis à 18 ans, c'est quand même quelque chose d'assez particulier de vouloir absolument aller s'acheter un sextoy, et surtout le dernier cri du dernier womanizer qui coûte 200 et plus euros. Voilà, pourquoi? Je pense que le fait que ça soit cher, enfin que les très bons sextoys sont très chers, en tout cas c'est l'idée qu'on en a, ça augmente en fait ce truc de effectivement, tant que j'ai pas testé, je sais pas ce que ça fait, et ça a l'air génial, et je suis étudiante, je peux clairement pas me payer le dernier womanizer à 200 balles, mais enfin moi je vois vraiment des gens qui ont l'impression que ça va vraiment révolutionner tout leur plaisir, leur rapport au corps. Et il y a vraiment un imaginaire de waouh, enfin elles ont des étoiles dans les yeux, quoi. C'est beaucoup. Et le marketing est très très bien fait, la com est très très bien faite, un peu trop effectivement. Et je te rejoins complètement. Et des fois il y a des gens qui viennent, qui veulent absolument un toy quand on a les moyens, du coup qui veulent absolument un toy super cher, alors que autant une petite paire de menottes, ça ferait très bien l'affaire, et ça permettrait aussi de redécouvrir et d'avoir ce truc-là. Donc, déjà, il n'y a pas d'injonction à avoir des toys, et il n'y a pas d'injonction à avoir des toys qui sont chers. Il y a, mais il ne devrait pas y avoir. C'est ça que je veux dire. En plus de ça, ça me fait vraiment penser au fait que aujourd'hui, les marques ciblent de plus en plus les influenceurs, les influenceuses, et influenceurs peut-être, mais plutôt là, je pense, influenceuses lifestyle, et donc du coup, qui sont suivies par beaucoup de tranches d'âge différentes, et surtout par des femmes assez jeunes sur TikTok. En plus, j'imagine que c'est quand même une communauté très jeune, qui sont hyper impactées par si mon influenceuse lifestyle que j'adore, elle parle de ce sujet-là, c'est un must-have, il faut absolument que je l'ai. Et c'est là où, en plus, elle présente quand même des marques connues, les Low, Womanizer, et qui sont là, pour le coup, pas données, mais que c'est clairement le truc à avoir. L'effet de mode, comme la paire de chaussures ou le sac ou la dernière marque de skincare possible. Donc, ça rentre maintenant dans cet aspect de self-care, de bien-être. Et c'est bien, c'est génial. Moi, je suis complètement pour l'intimité et le self-care intime. Mais il faut pas que ça tombe dans cette injonction de il faut absolument en avoir un, parce que sinon t'as rien compris. Et surtout, faut pas forcément passer par des sextoys. Je pense qu'il y a beaucoup d'accessoires, même rien qu'un petit lubrifiant peut directement faire l'affaire. Un jeu, jouer avec les sens en règle générale aussi, ça peut être déjà un très bon pas pour beaucoup de personnes de toute tranche d'âge. Oui, je te rejoins sur pas mal de choses, notamment aussi avec l'idée que cet objet pourrait venir révolutionner. Donc, c'est-à-dire que là, on va venir déresponsabiliser ou même se déposséder de quelque chose. Et ce qui peut être aussi inquiétant, je sais qu'on va en reparler un petit peu, mais c'est aussi que cet objet peut un peu aveugler le pourquoi on vient le mettre dans notre intimité, en fait. Est-ce que c'est un effet de mode? Bon, après, ce qui est rassurant, c'est que la mode, au final, s'estompe. Donc, on passera peut-être à autre chose dans pas si longtemps que ça. Mais parce que je veux faire comme ma pote, est-ce que j'ai envie de faire comme ce que j'ai vu? Mais du coup, quelle intention, encore une fois, j'y mets dans mon intimité. Et puis, oui, et que ça peut aussi, du coup, évincer
encore une fois, la départementale, donc peut-être des petits objets ou autre chose, hein, d'ailleurs, qui pourraient... L'imagination, en fait, tout simplement. L'imaginaire, la créativité, qui sont des sujets primordiaux en sexualité. Comment je peux investir cette créativité pour justement alimenter et cultiver l'érotisme, le sensoriel, donc qui vont passer dans les sens et qui sont des ingrédients nécessaires pour la sexualité. La sexualité adore ça. Et le désir aussi, donc c'est aussi dans des choses naturelles où il n'y a pas besoin forcément d'argent, donc quelque chose de gratuit. Mais notre imaginaire, alors c'est sûr qu'imaginaire est égal à flemme, mais c'est de prendre le temps et comment on peut cultiver ce jardin. Je suis très métaphore, mais en sexualité c'est assez parlant les métaphores. Le désir, voilà, faut l'imaginer comme un jardin. Si ce jardin vous y allez jamais, vous imaginez l'état du jardin. Si j'y vais régulièrement et que j'y plante des choses, que je l'arrose, il devient un jardin peut-être fleurissant et avec une végétation luxuriante. Donc voilà, le parallèle avec le désir, c'est plus je peux y aller, plus je le cultive, plus mon imaginaire érotique est riche et donc plus je peux peut-être accéder à un désir et une sexualité dite satisfaisante et agréable. Donc je pense qu'on a aussi parfois pas besoin d'objets. On est dans une société très de consommation et où les objets, soyons peut-être dans le minimalisme au moins en ce qui concerne la sexualité, enfin c'est possible quoi. Donc on n'a pas forcément besoin d'argent non plus. Voilà, ça peut aussi être une idée. Je rajoute un mini point très rapide sur la flemme. Parce que tu parlais de la flemme, et moi j'ai souvent la flemme, mon partenaire le sait. Non, j'ai vraiment souvent la flemme, et quand j'étais célibataire et que je découvrais les toys, je vous en parlais tout à l'heure, j'aurais pu aller voir, donc aller sur des sites de rencontres, ou aller, en général je vais sur les sites de rencontres, mais pour avoir des relations d'un soir, ou des relations charnelles, et en fait la flemme d'y aller, elle est exacerbée, elle était pour moi exacerbée avec l'utilisation des toys. C'est-à-dire que j'avais même pas besoin de me lever, ou même de me laver, d'aller voir quelqu'un, de devoir lui parler, parce qu'on est dans cette société aujourd'hui, et de devoir séduire aussi, parce que mon toy, j'ai pas besoin de le séduire. Vous voyez tout ça? Et vraiment, j'étais rentré dans quelque chose où en fait, j'avais très peu de rapports charnels, parce que en fait, j'avais la facilité du toy, et aussi, comme j'en ai énormément chez moi, puisque c'est mon job, j'ai un panel quand même assez large de toys qui fait que je me contente très bien tout seul, et tant mieux. Et ça, on parle beaucoup des aspects négatifs, mais l'aspect positif aussi, c'est que c'est que ça fait du bien. On l'a peut-être pas assez dit, mais outre les excès et tout ça, c'est que ça fait quand même du bien. Donc voilà, la flemme, je trouve que c'est la flemme d'avoir un rapport charnel, de devoir séduire, tout ça, je trouve que c'est aussi un point à souligner. Alors, excuse-moi, je finis sur un petit dernier truc aussi. Mais aussi ce rapport à la facilité, parce que par exemple, je pense aux femmes qui sont mamans, qui sont dans la vie active, qui ont plein de choses à penser, la charge mentale. En fait, on a un peu cette facilité à se dire, je vais prendre mon vibro, il va me donner un orgasme, j'aurai rien à faire, ça va être très bien, ça va me détendre. Dans le bain, le soir, en 2 minutes, c'est fait, très bien. C'est mon petit créneau entre donner à manger aux enfants et aller faire la machine. Très cliché, mais je pense que c'est la vie de beaucoup de femmes. Et en fait, le problème, c'est que l'aspect vraiment intime d'une femme, d'une personne en règle générale, mais je parle de ce que je connais, donc d'une femme, se reconnecter à c'est clairement son intimité, son endroit vraiment sacré, ça n'a pas de prix, parce qu'en fait, c'est de là où part quand même notre pouvoir créateur, notre pouvoir de construction sur plein de choses. Et je pense que d'utiliser un vibro, c'est extrêmement bien parce que forcément, ça va donner un orgasme. Les orgasmes, ça libère beaucoup d'endorphines, ça libère beaucoup de choses, beaucoup d'hormones de bien-être et ça détend. Et pendant les règles, c'est très bien. Ça peut aussi apaiser certaines tensions. Mais je pense que aussi, ce qui est bien, et là, je vais faire une toute petite aparté avec mon vibro qui est strié, texturé et qui typiquement a été pensé pour être utilisé aussi sans les vibrations. Donc juste prendre le temps de se reconnecter avec soi. Et bien sûr que peut-être que des fois il y a des personnes qui sont un petit peu plus en retenue avec l'utilisation de leurs doigts, parce qu'encore une fois, bien il doit y avoir des cultures, une injonction sur ça qui peut être des fois limitante. Donc utiliser un vibromasseur ou tout simplement un sextoy qui est non vibrant aussi peut être hyper bien, parce que vous allez pouvoir jouer sur les textures, sur les matériaux, par exemple les sextoys en verre qui sont aussi très bien parce qu'ils vont être un peu plus lourds, un peu plus avec des formes texturées, et ça en fait c'est des objets qu'on a du mal
à intégrer dans notre tête parce qu'on pense directement au womanizer, on pense directement au vibro, on pense directement au canard vibrant, au wand, au rabbit. Et en fait, il y en a tellement d'autres sur le marché qui peuvent être extrêmement bien pour juste aller prendre le temps de se faire plaisir, de se reconnecter à soi, mais on utilise un objet, on utilise une taille, une forme. Et c'est juste un petit peu, je vous invite vraiment à des fois faire des rituels, prendre un moment à se dire cette fois, dans la semaine ou dans le mois, je prends vraiment le temps de me faire du bien. Alors que là, ça peut être toute seule ou accompagnée, mais vraiment de se dire, là, je me mets ce point-là pour aller explorer mes zones érogènes. Et peut-être que ça fait des années ou des mois que vous n'avez même pas pris le temps de vous dire qu'est-ce que sont les nouvelles zones érogènes, parce qu'en plus, le corps change. Et il y a beaucoup de choses à aller explorer. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler. C'est plus on va prendre le temps, plus le plaisir il va être intense, je pense. Tout à l'heure, on parlait... totalement. Non, je me coupe, mais tout à l'heure, on parlait de plaisir, de partager justement ces jouets, de jouer à plusieurs avec un même jouet et tout. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là, de comment ça se passe à ce niveau-là, du coup. J'ai pas tout compris. En fait, non, parce que je dois regarder manger, ça m'inspirait de la nourriture. Pardon, excuse-moi. Sur le fait de jouer à plusieurs avec un jouet ou de prêter son jouet, comment ça se passe au niveau du nettoyage, au niveau du partage, etc. Alors, moi, je bosse pas en boutique, mais bon, comme je fais beaucoup la promo des toys de certains toys évidemment sur mes réseaux, effectivement, des jouets, ça se nettoie. Comme des vêtements, en fait. On peut prendre le parallèle des vêtements. Vous mettez pas un vêtement qui... Enfin, vous faites ce que vous voulez comme ta culotte, oui, c'est ça. Mais non, mais vraiment, ça se nettoie et ça se nettoie pour éviter déjà d'avoir des champignons et d'autres choses dans son corps qui peuvent être un peu dégueulasses. Pas de honte quand on en a, mais voilà. En fait, je pense qu'il faut vraiment les nettoyer. Et effectivement, il y a des produits faits pour qui sont les nettoyants de sextoy. Alors, effectivement, tu vas peut-être pouvoir en parler, toi aussi d'ailleurs, mais ça coûte un petit montant, c'est une dizaine d'euros, peut-être 15 euros, selon le nettoyant sexuel, donc vraiment pour les sextoys. Et effectivement, moi je connais beaucoup de gens, encore une fois des abonnés, qui me disent j'ai la flemme de mettre 15 euros dans un nettoyant en sachant que j'ai mis 70 euros dans le toy et qu'en plus de ça, j'ai acheté un lubrifiant à 15 euros. Du coup, t'en penses quoi? Oui, alors on en revient sur la question de la créativité. Les gens sont pas très créatifs sur comment utiliser leur toy, par contre très créatifs sur comment les nettoyer sans payer 12,90 leur nettoyant. Vraiment. Non, il faut nettoyer ses toys, je suis désolée. Tout ce qui est jouet pas vibrant, on peut, genre un dildo classique en verre ou en silicone ou en quoi que ce soit, on peut le faire bouillir, du coup plus de problème. Mais par contre, c'est quand même pas mal d'avoir un antibactérien, sans alcool, pas de la biceptine, ça pique. Il faut pas faire ça. Faut globalement pas mettre sur son sextoy ce qu'on n'aurait pas envie de mettre sur sa vulve ou sur son pénis, quoi. Et comme le lave-vaisselle. Oh, le lave-vaisselle. On parlait tout à l'heure du lave-vaisselle, de certains qui laveraient, ou certains ou certaines qui laveraient leur dildo au lave-vaisselle. Effectivement, le produit vaisselle, je suis pas sûr qu'on a envie de le mettre sur notre vagin. Ah oui, ça se trouve, il y en a qui le font dans la salle et arrêtez. De le faire. Non, il faut pas faire ça. Non, alors je conçois que ce soit relou d'utiliser un antibactérien. On peut très bien utiliser du savon une fois sur deux, c'est pas un problème. C'est juste qu'en fait, si on a une mycose ou quoi que ce soit, on va infecter son œil, on va se réinfecter. C'est relou. Et voilà. Donc, c'est quand même important de le faire. Est-ce qu'on prête ses jouets, est-ce qu'on prête pas ses jouets? Ça, c'est quand même une très grande question. On en a débattu, enfin je me permets, on en a débattu avant, on n'est pas d'accord. Moi, je suis pour prêter mes jouets, donc si vous en voulez, Et toi, t'en as trop, ouais. J'en ai trop. Non, si vous en voulez, c'est pas ça que je voulais dire. Je les laverai avant, évidemment. Non, vraiment, en fait, je pense que c'est hyper important de le laver, évidemment, de laver, comme tu l'as dit, antibactérien et tout, et de le désinfecter vraiment. Je n'arriverai pas à prêter un jouet intime à quelqu'un sans avoir, mais peut-être l'avoir désinfecté 3 fois. Parce qu'effectivement, il y a quand même, il faut le rappeler, effectivement, ce risque de contamination, enfin, ce risque d'IST qui peuvent être transmissibles sur des toys. On a tendance à l'oublier. Et on pourrait parler aussi du fait d'utiliser des capotes sur un dildo, mais je vous laisse pas. Alors moi, je suis team pas du tout le prêter, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est déjà intime, donc c'est vraiment, je pense, psychologique, parce que effectivement, bon, tu peux partir du principe que un
sexe masculin ou des doigts, ils ont peut-être été utilisés d'autres manières différentes, nous allons dire. Mais quand même, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très intime, très personnel. Mais par contre, effectivement, il faut bien le nettoyer et surtout, je précise, bien le ranger. Parce que ça, on oublie souvent de le dire, mais bien le ranger à l'abri de la poussière. Parce que ça prend beaucoup la poussière, surtout ceux en silicone qui, des fois, attrapent absolument tout. Donc, bien le ranger et surtout à l'abri de la lumière. Parce que si vous utilisez un sextoy en silicone, il va pouvoir déjà peut-être fondre à la lumière si on le laisse vraiment sous sa fenêtre où il fait 40 degrés. Mais en plus de ça, il faut savoir que si vous le laissez silicone contre silicone, donc deux objets en silicone l'un contre l'autre et que vous ne les utilisez pas pendant des années, ou des mois, ils vont commencer à fusionner. Surtout, plus le silicone est de mauvaise qualité, plus ça sera facile à fusionner. Donc, à faire très attention aussi à ça, d'utiliser les petits pochons, d'utiliser les boîtes de rangement, une boîte à outils, pour l'avoir sous son lit quand on en a sûrement une attirail, une malle. Mais voilà, bien faire attention à le désinfecter. Aussi, le sécher à l'air libre, c'est le mieux. Pas l'oublier aux yeux de tous si jamais il y a la famille qui arrive. Mais sinon, en tout cas, c'est important parce que ça peut se retransmettre en fait, même d'un partenaire à l'autre. Et aussi, tu parlais de préservatif et ça, c'est hyper important parce que tout comme si, par exemple, on utilise un sextoy en stimulation anale, ne pas le repasser en interne, en vaginal, ça peut vraiment créer des très gros problèmes liés à l'intimité, d'infection. Je voulais dire un truc que j'avais oublié, donc si jamais tu veux rebondir. Justement, là, tu parlais d'utiliser un sextoy en anal aussi. J'aimerais bien qu'on parle de sécurité, si je puis dire, parce que je sais que les hôpitaux, des fois, les hôpitaux ont des petites problématiques à rencontrer des personnes, du coup, avec des jouets un peu mal placés qui ne veulent pas ressortir. Il faut vraiment faire très attention avec ça, à quel jouet on utilise. Et quand on a envie de jouer avec son derrière, toujours apprendre des jouets avec comment vous appelez un stopper. C'est moi, je dis un arrêt. Non mais on en rigole, mais en vrai c'est très révélateur. En fait, les gens sont pas éduqués et en vrai c'est pas drôle. Non mais c'est vrai, les gens sont pas éduqués, les gens savent pas. Alors vos anus aspirent, sachez-le. Et donc il faut absolument utiliser quelque chose qui a un petit stopper qui va empêcher l'aspiration, parce que sinon ça se perd et on finit à l'hôpital et c'est très dangereux. Donc il y a des toys qui sont adaptés et il y a plein d'autres objets dans la maison qui ne le sont pas. Voilà. Ou alors il faut les tenir. En vrai, pour une utilisation à deux, il y a certains toys, même s'il n'y a pas de stopper, alors les avis divergent, mais si on le tient bien, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à vous quand même, parce que moi j'ai peur. Non, effectivement, moi j'avais lu des anecdotes où des personnes essayaient de se mettre, et elles ont le droit, font ce qu'elles veulent, mais voilà, des fruits et légumes, tout ça. Dont une personne qui avait essayé de mettre un légume dans son popotin, sauf qu'elle l'avait cuit. Alors c'est pas grave parce que ça sort pas à l'hôpital, mais il y a un jeu de texture un peu, voilà. Mais effectivement, et moi j'aime beaucoup ce qu'on allait dire sur le fait de les nettoyer, les sécher, tout ça, et les cacher un peu aux yeux de tous, sauf si on veut les montrer. J'ai une petite anecdote très rapide, mais je pense que les anecdotes on en a tous et toutes. Mais les anecdotes. J'étais en colocation il y a quelques années et j'avais une femme de ménage qui venait une fois toutes les 2 semaines. Bon, vous voyez, je pense que vous avez compté. Oui, j'ai dit que je la racontais pas. Voilà. Mais c'est pour vous expliquer à quel point ça peut être très gênant pour nous et surtout pour la personne qui est en face, parce qu'en vrai ça a l'air rigolo comme ça cette histoire, mais c'est un peu dramatique. Donc elle est venue le jeudi, sauf que je pensais que c'était le jeudi de la semaine d'après qu'elle venait. Et la veille au soir, dans ma douche, j'ai lavé tous mes toys. Je me suis pris j'avais envie de tous les laver en même temps. Et le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un dans la douche, dans ma salle de bain, qui nettoyait, et elle est tombée sur 10, 15, 20 toys, dont des dildos et tout ça. Vous ne savez pas à quel point j'étais gêné quand j'ai ouvert la porte et que je me suis excusé 1 million de fois. Je lui ai demandé pardon 1 million de fois parce que ça peut être hyper gênant. Donc,
parce que ça peut prêter à sourire, mais pour moi, c'est presque comme une agression. Pas une agression sexuelle, mais oui, c'est une agression. C'est d'aller chez quelqu'un et de voir ça alors qu'on n'est pas disposé à ça. Moi, le nombre de fois où on me dit aussi sur les réseaux sociaux, écoute, d'habitude, tu fais de l'éducation sexo la plupart du temps, ou tu fais de l'humour sur la sexualité. Là, tu commences à faire beaucoup de partenariats où tu montres beaucoup de toys et où tu expliques beaucoup de choses qui sont trop intimes. D'où l'importance aussi de ce qu'on appelle les trigger warnings et d'expliquer, là, on va parler de toy, on va parler de plaisir, on va parler potentiellement de pénétration, et tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec ça, et elles ont tout à fait, il et elle ont tout à fait le droit. Je m'éloigne peut-être. Non, mais je pense que ça rejoint ce qu'on disait. Il y a une notion de consentement, tout simplement. Et c'est aussi, j'ai l'impression qu'on n'avait pas fini quand on disait prêter ses toys ou pas. Ouais. Au final, le fin mot de cette histoire, c'est que ça peut, comme ça peut ne pas. Et en fait, c'est qu'une question de consentement. Si les gens sont d'accord de les recevoir et de les utiliser, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, avant qu'on finisse sur ces petites anecdotes de où est-ce qu'on pourrait ranger nos sextoys, je sais quand même que vous vouliez qu'on parle un peu de recyclage de jouets, parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui, avec toute cette surconsommation, est-ce que vous avez... Moi, je pense que dans un futur, il va y avoir un vrai marché de la seconde main du sextoy, mais on en revient à ce qu'on disait, ça reste quand même très, très marketing et très, très le grand capital, toute cette histoire. Et donc, tant que ça se vend, il n'y a pas de raison de faire un marché de la seconde main parce que, pour ceux qui tirent bénéfice de tout ça, parce que tant que ça se vend, ça se vend. Et je pense que tant qu'on cultive cet imaginaire de chacun son toy, c'est dégueulasse de se les prêter, ça permet de vendre plus, donc... on va continuer comme ça. Donc, ça pourrait être bien de penser à des, j'en sais rien, mais à des manières de, effectivement, les nettoyer correctement et désacraliser ce truc de se les prêter. Après, encore une fois, c'est complètement OK de ne pas vouloir se les prêter, mais effectivement, mais c'est exactement ce que tu disais. Toi, tu as 1 milliard de toys chez toi parce qu'on te les file. Et en même temps, c'est des toys qui coûtent 200 balles que des gens ne pourraient jamais se les prêter. Alors moi, ce qui se passe, c'est comme je reçois beaucoup de toys dits féminins, je me renseigne dessus et je les offre aux copines. Donc je les ouvre à peine. Non, mais je les ouvre à peine, je les touche à peine et après je les lave et puis elles les lavent 3 fois si elles veulent. Mais moi je les ai pas vraiment utilisés. Mais il y a aussi ce truc où qu'est-ce qu'on fait, parce que ça c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on fait du toy qui est cassé? On le met dans quelle poubelle? La jaune? Non, mais sans rire, c'est une vraie question. Nous, on les recycle. Oui, voilà, c'est que en fait, je pense que tu t'expliqueras. Par contre, il y a des marques aussi qui parlent de plastique recyclé. C'est principalement fait avec du maïs, de l'amidon de maïs, je crois. Exactement. Et mais en fait, je me suis bien renseignée et finalement, c'est pas si recyclé que ça. Donc en fait, même les sextoys qu'on vous dit qui sont recyclés, ça reste du marketing. Par contre, il y a une super marque qui s'appelle Réjouis, je le dis, qui fait du recyclage de sextoys. Donc c'est assez nouveau, c'est assez récent, et je pense qu'ils ont leur technique pour nettoyer, etc. Et eux, ils sont vraiment dans l'idée de racheter à petit prix des jouets et d'en faire profiter d'autres personnes. C'est quand même intéressant de savoir que ça existe et que ça vient un peu sur le marché. C'est vrai que prêter ses jouets, et encore plus du coup se dire qu'on achète des jouets d'une personne qu'on connaît pas, c'est un peu compliqué parfois. Mais c'est trop cool que ça arrive sur le marché. Et ça permet justement d'acheter des jouets que certains peuvent pas s'offrir à des prix plus faibles, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, des fois on achète un jouet en pensant qu'il est trop bien parce que la copine c'était sa paire de chaussures et que finalement nous ça nous va pas quoi. Voilà. Et les marques, souvent, ce qui est un petit peu dommage, c'est quand on commence à se renseigner, oui, justement, au compo et tout ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Vu que c'est un secteur qui, forcément, fait énormément d'argent, la sexualité, ça fait énormément d'argent, mais il y a énormément de marques qui surfent sur beaucoup de sujets, comme par exemple l'écologie. Je pense à 2-3 marques qui ont sorti des vibros qui sont censés être dits écologiques parce qu'ils sont recyclés. Et en fait, quand on lit entre les lignes, c'est toujours un tout petit peu qui est recyclé. Par contre, je crois, alors il faudra vérifier surtout le nom de la marque parce que je ne me souviens pas, mais il y a une marque aux États-Unis qui utilisait du plastique recyclé pour faire du plastique même tiré des océans, pour faire le plastique de certaines pièces, en tout cas de leur sextoy, parce qu'en fait, il faut savoir que le silicone, c'est un matériau qui est hyper difficile à recycler. Donc, c'est pour ça que c'est que souvent, en fait, quand on lit entre les lignes, c'est des tout petits bouts du vibro qui vont être recyclés, mais jamais tout le vibro en entier. Et par contre, effectivement, il y a de plus en plus de secondes mains qui se font. Là, c'est une question
d'éthique, d'écologie, d'idéologie qui se posent. Voilà. Après, sinon, il y a des créateurs. Hein. Je pense à des souffleurs de verre qui font des merveilleux merveilleux sextoys en verre, comment on appelle ça, des créateurs de bois, en bois, voilà, plein de choses en fait qui peuvent faire des magnifiques pièces. Et là, pour le coup, on se pose pas de questions à si on doit le mettre dans quelle poubelle, à quel moment. Ou sinon, il y a des boutiques aussi, des grands love shops qu'on connaît tous, qui ont aussi une poubelle en fait où ils sont censés récupérer derrière, les décortiquer et voilà. Mais après, ça, c'est encore une fois du marketing. Ça reste du marketing. Voilà. Et puis il y a une nouvelle tendance aussi, c'est les toys décoratifs. Qui peuvent être dans votre décoration, dans votre salon, et on ne sait pas que ce sont des toys, ou alors on le sait, et c'est pas grave. Ou là, je travaille en ce moment avec une marque, je la citerai pas parce que c'est pas le but de faire de la promo, qui fait des toys comme ça un peu onirique, un peu fantasy, avec, tu vois très bien, j'imagine, mais avec des pieuvres, un tentacule ou une corde de licorne. Enfin voilà, on en est là, et c'est très cool parce que ça trouve son public, qui est un public niche. Mais moi, voilà, ils sont à côté de ma télé et ça va très bien. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les marques sont très malignes pour faire du marketing autour du plaisir, mais maintenant, elles arrivent aussi à faire du marketing autour de la décoration avec ces mêmes produits qui peuvent servir à deux choses. Il y a aussi une marque que je ne citerai pas, qui a un petit étui sur lequel, déjà, où le toy peut faire de la lumière, donc ça fait lampe, un peu lampe dans sa chambre, c'est pas une blague, et où on peut, sur l'étui, sur le même étui que le toy, on peut, il y a un petit espace pour mettre ses bijoux le soir avant de dormir. Tout ça, c'est du marketing, mais c'est très cool. Mais ça reste du marketing. Mais c'est cool parce qu'en même temps, on démocratise, on se cache plus. Enfin, c'est quand même hyper. C'est un vrai sujet, la masturbation féminine, surtout féminine, c'est quand même un vrai tabou depuis très très longtemps. Donc ça va dans ce sens de, on arrête de se cacher, on monte ses toys, on en parle, on s'éduque, on en parle avec les copines. Donc on va peut-être apprendre que justement, faut pas cuire les légumes avant de les insérer en anal. Enfin, donc c'est une bonne chose. Éviter de les insérer en anal, du coup. On évite de les insérer en anal, surtout pas cuit. Non, mais effectivement, au final, c'est une bonne chose, mais ça reste très, très marketing. Alors, moi, je voudrais qu'on rebondisse à un moment donné. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps sur, parce que tu parles de masturbation féminine, mais sur la masturbation masculine avec les jouets, parce qu'on parle beaucoup de la masturbation féminine, justement, le fait d'avoir un toys. On dirait que finalement, c'est bien vu. En tout cas, ça se démocratise, c'est une libération sexuelle. Et au contraire, on a beaucoup entendu parler de masturbation masculine, mais j'ai l'impression que c'est moins présent quand même les jouets par rapport aux hommes. Par contre, je veux aussi finir, désolée du coup. Comme ça, j'ai lancé un peu le prochain sujet. Mais moi, ce que j'aime bien conseiller aux personnes qui viennent en magasin par rapport au fait de ne pas jeter leurs jouets. Des fois, on part sur un prix, on va dire, moins onéreux, ou un jouet, justement, où on se dit « Ah, ça coûte pas cher, je vais prendre celui-ci ». On le sait, il n'y a pas que l'efficacité du jouet, il n'y a pas que le clitoris qui est là pour le plaisir. Il y a aussi le cerveau, bien évidemment, qui est notre premier organe pour la jouissance. Donc, choisir un jouet, mettre par exemple 10 € de plus dans un jouet qui finalement va nous plaire plus, va être plus fonctionnel et du coup va rester plus longtemps dans notre vie, plutôt que d'acheter un jouet peu cher qui nous plaît pas forcément, qui va durer 3 mois et finalement on va racheter un autre jouet après, c'est moins écologique aussi que finalement d'acheter directement le jouet qui potentiellement pourrait nous parler et faire partie de notre intime plus longtemps. Voilà, il y a aussi ce rapport-là. D'où le paiement 3 fois sans frais. J'insiste, mais c'est vrai. Ouais. Non, après moi, c'est vrai que je suis complètement pour tout ça parce que ça a été aussi un gros sujet du design des vibros et ces designs qui sont un peu plus, on va dire, mignons et même au niveau des couleurs. Moi, je pense que c'est essentiel parce que c'est comme un partenaire, c'est comme une partenaire. On choisit quand même un minimum le physique, un minimum la vibe qu'il y a envers la personne. Mais pour moi, les sextoys et les vibros, c'est exactement la même chose. Faut qu'ils nous plaisent, faut qu'ils soient mignons parce que c'est quelque chose qu'on intègre dans notre intimité. C'est quelque chose qui est censé nous rassurer aussi. Donc, si directement on a quelque chose qui nous plaît pas, c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté de fierté qui peut être aussi cool à aborder. Oui, et puis aussi le côté phallus, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a une multitude de formes, de couleurs aussi, pour sortir un peu aussi de l'idée du sexe masculin et sortir un petit peu de cette pénétration et de cette idée qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est chouette aussi, qu'il y ait plein de formes, plein de couleurs.
et différentes. Qu'on sorte de la question de la pénétration aussi dans la sexualité. Exactement. Voilà. Et de l'atteinte au plaisir. Et encore une fois, juste un dernier mot là-dessus, c'est que bon, je vais citer des marques, mais Passage du Désir ou autres, avec qui je travaille et que j'aime beaucoup, quand vous regardez leurs boutiques, ce sont des boutiques qui ressemblent à des boutiques de parfums. Ou à des boutiques de cosmétiques ou autres, on rentre dedans, on se sent bien, on n'est pas agressé visuellement par des gros dildos qui ressemblent à des pénis. C'est très 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 smart, très malin, et c'est comme ça aussi que ce sont devenus Passage du Désir ou d'autres, évidemment, mais que ce sont plus devenus des love shops que des sex shops. Il y a tout un discours autour de ça, et tant mieux, parce qu'en fait, en plein Sainte-Catherine, bon, il y en a rue du Loup aussi, il y en a voilà, sur le cours, mais en plein Sainte-Catherine, il y a un sex shop, un love shop, et je trouve ça assez dingue, pas dingue négativement, mais je trouve ça assez fou qu'en plein milieu de la première, je pense que c'est une des plus grandes, je suis à Bordeaux depuis 1 an et demi, je viens de Bruxelles, que c'est une des plus grandes rues commerçantes, je pense, d'Europe, piétonne, il me semble, je sais plus, qu'il y ait ça en plein milieu. Moi, je trouve ça assez dingue. C'est hyper révélateur de la société dans laquelle on est, où on va mettre le plaisir en avant aussi. Et donc voilà, je trouve ça très cool. Ah, mais pour revenir sur les petites anecdotes, moi, chaque jour, dans la boutique, il y a des gens qui rentrent et qui ne savent clairement pas où ils mettent les pieds. Ouais. Des petites mamies qui rentrent et qui nous demandent si on a des bigoudis. Elles sont trop choues. Et on leur dit non, parce que vous êtes dans un sex shop. Et elles disent « Ah !» Alors, soit elles partent en courant, et soit elles sont ravies, elles font un petit tour, on sent que ça plante une petite graine, et puis j'adorerais en revoir une fois. Ah ouais. Non, mais il y a vraiment tout âge, ça c'est vrai. Oui. Les sextoys aujourd'hui, c'est pour tout le monde, et le plaisir intime et sexuel, c'est vraiment pour tout le monde. Juste vraiment un dernier mot sur l'âge, je suis vraiment désolé, ça va être hyper rapide, c'est qu'on n'a pas parlé des personnes bien plus âgées qui sont dans les EHPAD et autres. Si je vous parle de ça, c'est parce que on a tendance, mais on va pas faire toute une conférence sur la sexualité des 10 seniors, mais les toys peuvent vraiment aider les personnes dans les EHPAD. Dans les EHPAD, il se passe des choses assez horribles en termes de consentement ou surtout de non-consentement entre hommes et femmes, parce qu'il y a aussi, c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'a plus de libido, parfois si, parfois pas, et que les toys peuvent aussi permettre à ces personnes très âgées, là je parle vraiment des personnes très âgées, de se faire du bien et d'éviter, sans se blesser déjà, et d'éviter des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles. Voilà. Ouais, et il y a aussi tout un chapitre sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, parce que quand on vieillit ou quand on est en situation de handicap, c'est pas forcément facile. Je parlais des grosses gaines de masturbation qui sont hyper lourdes en fait, et pas forcément faciles à prendre en main. Bon, alors on n'a pas le temps, mais c'est aussi toute une question, et c'est aussi un truc que qui est très révélateur du fait que c'est encore une fois le grand capital qui régit tout ça, et peut-être que c'est un peu plus niche, peut-être que ça se vendrait un peu moins, donc ça n'existe pas encore assez à mon goût, mais ça serait cool que ça existe peut-être un peu plus. Bon, en gros, vous l'aurez compris, il y a vraiment plein de sextoys, plein de formes, plein de stimulations différentes. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les personnes, de toutes les couleurs, de toutes les formes, décoratifs ou pas. Il y a plein de matériaux aussi différents. Faites attention où vous achetez vos sextoys, parce que des fois, du coup, on va sur AliExpress, on prend des choses qui sont pas forcément bonnes pour notre corps. On va prendre des plastiques qui vont fondre et qui vont vraiment pas prendre soin de ces parties-là, qui ont besoin qu'on prenne soin. Même si c'est un jouet, le consentement, il est toujours important aussi quand on partage. Voilà. On est tous différents, donc on n'aime pas forcément la même chose, et c'est tant mieux, c'est cool aussi. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des belles marques qui veulent faire des belles choses, notamment on a Nu avec nous, la marque Nu, du coup avec nous, qui du coup nous a fait un petit récap là-dessus. On a des super love shops qui sont visibles, qui permettent d'avoir des conseillères de vente qui sont là pour vous accompagner dans vos choix, et pas que vous vous retrouviez à faire le mauvais choix et justement à ce qu'on les jette dans les 3 mois à venir. Je pense qu'on a vraiment touché à plein de choses. C'est trop cool parce que, en tout cas, je vous remercie. C'était hyper fluide dans le sens où j'avais mes questions, mais je me disais, ok, c'est bon, ça passe déjà à la question suivante sans même que j'ai quelque chose à dire. Est-ce qu'on peut finir quand même sur un peu des petits endroits? On parlait tout à l'heure des fameuses peluches, là. Des petits endroits où cacher ces jouets.
Voilà, ou cacher ses jouets et après on va laisser la parole. Je reprends la parole juste pour faire le parallèle avec les peluches, sinon vous n'allez pas comprendre. Il y a une marque que je ne citerai pas, de laquelle j'ai été ambassadeur l'an passé, qui fait des lubrifiants et des toys. Et c'était une nouvelle marque adressée aux jeunes, alors évidemment pas aux mineurs, mais aux jeunes de 18 à 24 ans, et qui vend ses toys, ses stimulateurs, ses godes, enfin tout ça, dans des peluches. Donc en fait, on reçoit une petite peluche avec une, comment vous dites en France, pas une tirette, une fermeture éclair en dessous. Nous, on dit une tirette en Belgique. Bref, et donc on reçoit ça, et on en parlait tout à l'heure, et on rigolait, on se disait, mais en fait, c'est peut-être un peu glauque d'avoir ça dans une peluche, et en même temps, ça évite que ce soit à la vue de tous, quand on n'a pas forcément envie de le clasher, n'importe quoi, de le cacher dans un carton. Ça peut être sympa aussi, effectivement. Moi, je sais pas si vous avez d'autres astuces, vous les mettez où? Enfin, une fois que c'est rangé. Mais nous, perso, au magasin, on a des sortes de boîtes, en fait, où on peut mettre un cadenas et du coup, on peut ranger nos toys comme ça. Et on a la petite clé ou voilà. Ouais, dans des boîtes sécurisées. C'est marrant parce qu'on voit autant de personnes qui veulent se cacher de leurs enfants que de personnes qui veulent se cacher de leurs parents. Et du coup, on vend des petites boîtes avec des cadenas. Et en petits tips, moi, une fois, je me suis retrouvée avec une mamie qui avait au moins 85 ans, qui on a réfléchi ensemble à où est-ce qu'elle pourrait le cacher pour pas que son mari s'en rende compte. Et elle a conclu par me dire, je vais le cacher avec l'aspirateur, là je suis sûre qu'il ira pas le chercher. Petit tips pour toutes les mamies qui nous regardent. Non, après, c'est vrai que moi, j'ai pas d'enfants et j'ai pas de parents qui me cachaient mes vibros. Après, je pense qu'il faut que ça reste quand même accessible. C'est pour ça que je trouve sympa aussi le fait d'avoir des marques qui font des objets un peu plus design. Parce que, alors, par exemple, vous le verrez tout à l'heure, mais moi, si mon produit, tout le monde le compare à une bougie. Alors, je le conseille pas non plus de le laisser sur la table de chevet parce que ça prend la poussière et que c'est chiant et que c'est pas hygiénique. Mais par contre, je pense que juste une petite boîte, quelque chose qui est juste très bien, très discret, à portée de main aussi, parce que c'est un peu le but, hein, c'est que ce soit un accessoire qui vienne, par exemple, rehausser une relation à deux ou à plusieurs, mais que ce soit quand même quelque chose qui peut être à portée de main, qu'on n'ait pas à dire, alors attends, stop, j'ouvre mon cadenas, la clé, putain, elle est où? Non, ça soit un peu plus pratique. Après, je comprends l'aspect peut-être plutôt enfant, parent, un sujet qui peut être un petit peu... animal, j'entends trop à la boutique les gens qui disent je me suis fait manger mon sextoy par mon chien. Oui, ça, ou griffé par le chat ou des choses comme ça. Après, ça peut être aussi une très bonne ouverture de discussion avec des enfants, des parents qui sont un petit peu plus stricts. Après, bon, hein, ça c'est ça c'est propre à chacun. Mais en tout cas, je sais pas vous, mais juste... l'avoir à portée de main sans que ce soit forcément très visible pour éviter des situations gênantes ou, comme tu disais, Ivo, avec des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le sujet, de pas leur imposer quoi que ce soit. Voilà, peut-être aussi assumer certaines choses, de sortir un petit peu de tabou. Et encore une fois, je pense que tout dépend de la forme, du design. Et tout à l'heure, Ivo parlait de sa femme de ménage. Moi, ça a été ma belle famille. Heureusement que les designs aujourd'hui sont complètement discrets des fois, parce que moi c'était un des Lelo où on dirait vraiment un produit d'aspirateur à point noir, donc au moins pas de problème, on s'est juste regardé dans les yeux. Je pense que ma belle-mère savait, parce que si elle savait, c'est qu'elle connaît, donc au final il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas ça c'est mon avis. Non, mais c'est ça que je voulais dire, ceux qui savent, savent, hein. Si les gens y voient et qu'ils reconnaissent, c'est qu'ils sont pas innocents. Bon, je pense tu voulais rajouter... Non, enfin voilà, à portée de main. Après, ça reste un objet aussi, donc pourquoi pas dans un espace où quand on le redécouvre, on est content de le découvrir, on y retourne, on y vient, comme quelque chose un petit peu de ritualisé, de sacré aussi. À portée de main, c'est une bonne idée aussi pour qu'on ne le perde pas ou qu'on ne sache pas où le retrouver. Puis après, c'est un peu propre à chacun, quoi. Donc c'est à chacun de soi de le mettre où il a envie de le mettre. Voilà. Et garder le chargeur avec, parce que tout le monde perd tout le temps son chargeur horrible, et on ça, n'en vend pas en boutique. Ouais. Donc attention. Maintenant, les chargeurs, vous avez remarqué, hein, moi j'aurais adoré avoir le même chargeur d'iPhone ou de smartphone que de Toy. J'en rêve d'ailleurs, pourquoi ils ne font pas ça? Donc maintenant il y a ces trucs là un peu... Oui, le marketing, mais c'est un peu pénible parce que ce serait génial de pouvoir alterner. Ouais, mais non, c'est pas les mêmes batteries. C'est trop bien que tu rachètes 3 fois le même chargeur, tu vois. Ouais. Bon, oui. Juste un truc sur la ventouse. Attends, excuse-moi. Mais non, mais vous allez comprendre, c'est parce qu'il y a aussi des toys qui peuvent se mettre dans la salle de bain contre le mur ventousé. N'oubliez pas, quand vous invitez des amis qui vont aux toilettes ou se laver les mains, de le ranger parce que
Oui, et ben justement, j'ai un pote qui est venu il y a quelques années chez moi, il l'a vu alors qu'il est venu à l'improviste. Et donc je lui ai dit, bah viens, rentre, on boit un verre. Il est allé se laver les mains, il a vu le truc énorme dans le... Voilà, bref. Et en fait, au lieu de me sermonner, et puis de toute façon, il n'y a pas de quoi, mais au lieu de me vanner, quelques heures après, je suis rentré dans la salle de bain et il avait mis ma serviette sur la ventouse et je me suis dit, enfin, bon, bref, on peut en rire. Donc on peut être inventif et les utiliser de plein de manières différentes, même autres que pour son corps. Voilà, on va finir là-dessus. Bah, je pense qu'on a dit plein de choses. J'ai envie de vous laisser la parole si vous avez des questions aussi, bien évidemment. Avant tout, je veux quand même remercier Chloé parce que je ne l'ai pas introduite tout à l'heure, mais c'est notre super illustratrice de ce soir. Et du coup, je sais pas, enfin, j'imagine que vous avez vu. On n'a pas pu tout regarder, enfin, on n'a pas pu tout voir pendant qu'on parlait, mais ça a l'air super. Moi, j'ai tout vu. Mais voilà, elle nous a fait des super dessins à partir d'anecdotes sur les petites histoires rigolotes que certaines personnes ont pu partager sur leur sextoy. C'est vrai que nous, on n'a pas tout vu, donc j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Et je voudrais vous remercier à vous quatre aussi pour toute cette discussion qui est fluide. Et voilà, on s'est vu 3 fois quand même, et à chaque fois, ça reste toujours passionnant. Je pense qu'on aura encore plein de choses à dire sur les sextoys et notre intime. Donc merci infiniment. Merci à toi. Merci. Et je veux aussi remercier la ville de Bordeaux du coup de nous avoir permis de réaliser cet événement pour la quinzaine de l'égalité, et la Rob School Barbet pour nous avoir accueillis dans cet espace. Ça c'est vraiment trop bien. Et bien évidemment aussi je veux remercier Mathéo de Red Rum qui du coup fait la captation vidéo qui sera du coup visible sur le YouTube de l'association Nouveau Cycle. Et vous remercier vous tous pour votre écoute et votre présence. Et bien évidemment Nouveau Cycle pour tout ce qu'ils ont pu organiser, et la confiance qu'ils ont eue aussi de nous laisser tous les 5, tous les 6, tous les 7, enfin bref, nous tous quoi. Je sais pas si t'as remercié la mairie ou pas. La ville de Bordeaux. Ah pardon, excuse-moi, parce que je regardais les dessins. Ok. Voilà, donc merci à vous tous et passez une... en fait... il y a des questions. Oui, posez-nous des questions. Voilà, donc si vous avez des questions, bien évidemment, c'est avec grand plaisir. Alors, moi j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez des petits tips pour avoir une vie sexuelle épanouie et saine? Je sais pas si vous avez tous un peu d'expérience. Oui. Non, non, parce que je suis pas... Enfin, là, ça va très bien en ce moment, mais je suis pas le mec qui a eu une vie sexuelle épanouie toute ma vie. Moi, ce que je veux dire, c'est vraiment bateau, donc c'est vraiment bateau comme réponse, mais c'est la communication. Il y a cette phrase que je dis souvent, c'est communiquer pour mieux niquer. C'est un peu direct, désolé, mais sans communication, enfin désolé aussi de revenir sur des choses un peu dramatiques, mais j'ai eu un ex toxique, pas que toxique, violent, et sans la communication, quand on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et qui sont clairement des VIOL, pour pas dire des viols et autres, voilà, donc la communication, parce que, et le rire aussi, l'humour, je sais pas vous, mais le fait juste de pouvoir se marrer, de se dire, là je viens de péter au lit, et c'est ok, genre en fait... Enfin voilà, ou je sais pas, ou d'autres anecdotes où il y a le chat qui arrive sur nous, et puis c'est pas grave. Et donc ce que je dis moi souvent aux plus jeunes, parce que bon, j'imagine que vous le savez tous, mais c'est la communication. Et après il y a des choses techniques, mais je peux pas te montrer là. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Non mais pardon, tout à l'heure on parlait de ça aussi, de désensibilisation par exemple au niveau du clitoris. Je sors peut-être du sujet, mais il y a beaucoup de clientes qui viennent et qui sont désensibilisées. On sait que c'est pas une question du clitoris, ça va être aussi mental, et juste le fait de faire une pause et de laisser son corps se réadapter à d'autres manières d'avoir du plaisir, c'est un bon plus quoi. Un outil qui est pas onéreux et c'est la lenteur. Vraiment apporter comment je peux dans ma vie apporter en fait on passe beaucoup de temps à organiser nos vies, mais on n'organise pas des temps en fait de sexualité, et la sexualité elle se crée, la sexualité elle se pense, elle se réfléchit, elle se cultive, et donc ça c'est un ingrédient quoi. En fait c'est un peu bateau, mais c'est le temps. Après il y a plein de facteurs aussi hein. Là je prêche un peu, mais si je rencontre des difficultés ou si j'ai envie d'apporter de la douceur, c'est aller se faire accompagner peut-être pour pouvoir justement trouver des clés. Mais c'est démystifier, c'est réfléchir. Notre sexualité, c'est notre histoire, donc c'est prendre le temps
Et voilà, contempler en fait un paysage, on peut le regarder et le contempler. Bah, quand on contemple, il se passe plein de trucs dans notre corps. Et ben, la sexualité, c'est pareil. Quand on la contemple, il se passe plein de choses. Donc la lenteur, je dirais. Pour moi, ça serait la connaissance de soi, parce que comme beaucoup de choses, si on a conscience de qui on est, de comment on pense, de ce qu'on fait, on peut créer une meilleure relation avec soi-même et donc une meilleure relation aux autres. Et je pense que pour une bonne sexualité épanouie en règle générale, je pense qu'il est important de se connaître autant mentalement que vraiment physiquement et ce qui nous fait plaisir, parce qu'en fait, ça abordera le côté de je peux être créatif, je peux vraiment, je sais que ça physiquement me fait plaisir et en plus ça me permettra de mieux le communiquer et aussi de ralentir tout simplement pour se dire ok, à ce moment-là je ressens plus ça, donc on va peut-être partir sur ça, prendre sa place mais aussi laisser la place à l'autre de pouvoir mais aussi nous surprendre parce que souvent on est un petit peu dans le contrôle, je sais que je connais mon corps, je sais que c'est ça que je veux faire, donc on va faire ça comme ça, et on oublie que la plupart du temps on est deux, la plupart du temps si les gens sont chanceux ou plus. Mais du coup, de laisser aussi la place à la surprise, à la créativité, et donc de laisser sa place à l'autre, de prendre sa place, de savoir s'exprimer et se mettre en avant, mais aussi de laisser place à la curiosité, je pense, en règle générale. Ça va faire un peu redite, mais j'allais dire la créativité, pour le coup. Pas avoir peur de découvrir des nouvelles choses dans le consentement, évidemment. Donc, il faut communiquer, tout est lié. Mais la curiosité avec soi. Hein. Bien sûr, non, mais complètement. Et la créativité, même en solo, mais carrément, c'est hyper important. Et cultiver aussi l'intime par d'autres manières que la sexualité, c'est carrément possible. Et c'est hyper important, je pense, d'avoir à deux ou à plusieurs des moments d'intimité, mais qui sont pas sexuels. Oui, puis là, on a beaucoup parlé de jouer, on va dire, exclusivement pour la partie génitale, si je puis dire. Mais en soi, un jouet, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Tu as parlé des menottes tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une créativité qui est riche. Il y a des plumeaux, il y a des plumes, il y a des ambiances, il y a des bougies de massage, il y a des huiles gourmandes. Enfin, il y a des choses qui crépitent. Je veux dire, il y a le son, il y a les draps en soie là, que je voyais la dernière fois. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, les draps en soie. C'est investir l'érotisme. Vraiment, c'est en fait la sexualité. Investir l'érotisme au profit de la sexualité. C'est pas l'inverse. Donc cultiver les sens, voilà, être nu dans des draps. Qu'est-ce que je ressens? Et dans l'érotisme, il y a le présent et c'est ce que je vais ressentir. Donc je suis dans le ralentir pour mieux ressentir. Et juste un dernier truc là-dessus sur une sexualité épanouie, c'est qu'en fait c'est drôle parce que la question c'est comment avoir une sexualité épanouie. Il y a autant de sexualité qu'il y a d'individus. On l'a pas encore dit, mais c'est hyper important parce que typiquement moi je vois la sexualité entre deux personnes en tout cas comme deux planètes. Chacun est sur sa planète. On est très images ce soir, mais chacun est sur sa planète et parfois les planètes se frôlent, se croisent. C'est beau, c'est beau. Et puis parfois elles s'éloignent, mais aussi parce que parfois on est avec un partenaire ou une partenaire qu'on aime, pour lesquels on a ou non des sentiments, mais pour lequel, imaginons, pour laquelle ou lequel on a des sentiments, mais en fait, il y a énormément de sexualités différentes. Il faut aussi bien se connaître, c'est hyper important, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent le BDSM, il y a des personnes qui préfèrent être très dominantes, d'autres très soumises, d'autres pas du tout, enfin voilà, et il y a des personnes qui aiment aussi les pratiques un peu moins communes, on va dire, en tout cas qu'on voit moins à la télévision ou ailleurs, comme par exemple l'urolanie, donc le fait d'aimer se faire uriner dessus. Je sais que je vais dans des trucs un peu voilà, mais pour vous expliquer que aussi. Pardon, le tantrisme, le fait de prendre son temps et d'être dans le yoga, ce yoga sexuel, peu importe. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait parfois on est avec des partenaires qu'on aime beaucoup, mais où la sexualité c'est pas possible parce qu'on n'a juste pas du tout les mêmes codes, les mêmes envies quoi. Et souvent en général il y en a un ou une qui se plie à la sexualité de l'autre un peu trop longtemps. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas se plier à la sexualité de l'autre, mais par contre, ça peut être toujours une opportunité, si encore une fois le consentement y est, d'ouvrir un peu son esprit et de découvrir. On peut parler de co-création, en fait, dans la sexualité. C'est ça aussi, comment je co-crée avec, si on parle de couple, un imaginaire érotique commun et une sexualité dite commune. Voilà, chercher une fréquence commune, mais encore une fois, c'est avec le rythme qu'on veut, sans injonction et sans performance, plutôt qu'est-ce qu'on y met, comment on cultive encore une fois ce jardin. Laisser s'éveiller les sens.
Oui, et dernière petite pensée pour ma part, mais c'est vraiment aussi ce truc de sortir de l'individualisme dans lequel on est beaucoup dans cette société, où bah, la sexualité, c'est censé être pour du plaisir, rapidos. En plus, c'est mon plaisir et pas celui des autres. Alors, il y en a aussi beaucoup ce truc, même à l'inverse, où c'est que ton plaisir et pas le mien. Donc, il y a vraiment une côté de... Souvent, on oublie qu'on est deux. Et on oublie qu'on peut vraiment venir fusionner, co-créer et sortir de cette idée que tout est individuel et vraiment aller même en discuter. Ok, là ça a été cool. Qu'est-ce qui était cool? Qu'est-ce qu'on pourrait changer, faire mieux? Et ça c'est important. L'aftercare en fait. Ouais. Et on parle beaucoup de toys, on parle beaucoup de prendre soin à deux, etc. Mais prendre soin de soi aussi en dehors de son intime, on est dehors de sa sexualité. Pourquoi on prendrait le temps de masser ça ou son partenaire, voilà, juste pour lui faire du bien, etc. Pourquoi on prendrait pas le temps de se masser soi, par exemple, et que son moment intime, ce soit juste prendre le temps de se toucher, de se reconnecter à ses sens. Voilà, à l'huile qui nous caresse le corps. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières d'être en équilibre avec soi, d'être dans l'intime, d'être dans le care. Et on n'est pas forcément obligé d'atteindre la recherche de l'orgasme ou la question du plaisir ou de la pénétration ou d'utiliser des jouets. Juste prendre soin de soi, en fait, c'est bien aussi. Ouais, et puis en plus, ça me fait juste penser à une chose, c'est que je pense qu'on a tellement connecté ces moments d'intimité à la sexualité qu'en fait, on s'empêche souvent de faire un câlin, juste de la tendresse avec quelqu'un, parce qu'on se dit « Ah, il va vouloir plus ». Et souvent, en plus, on se rend compte que les deux, ils veulent pas plus, mais qu'il y a ce truc qui monte, et en fait, on se pense que l'autre, il va avoir envie, donc on se force un peu, et ci et ça. Alors qu'en fait, si on communiquait, des fois, genre, j'ai juste envie d'avoir un moment de câlin, un moment de papouille, un moment de bisou, eh bien, on se rendra compte que la personne en face, elle était vraiment en train de nous faire un câlin, juste pour nous faire un câlin. Et ça, c'est important, je pense, de mettre des temps de... Là, on prend le temps de se faire un petit moment charnel. Oui, là, on n'est pas en consultation, mais ça, c'est un gros sujet dans les couples. La réciprocité du désir, il est quasi impossible. Peut-être au début, et après, ça se diffère aussi. Et en effet, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de vraiment différencier les moments dits affectifs de sexualité. Ce qui peut, par exemple, éviter, je sais pas, si on prend la compagne, d'avoir la culpabilité de ne pas pouvoir répondre au désir de l'autre, et puis l'autre, peut-être une frustration qu'il n'arriverait pas à gérer ou autre. Et donc, de cibler un petit peu ces moments-là, de les scinder, permet déjà de garder un lien, parce que la connexion entre soi, et puis de se dire qu'à ce moment-là, voilà, je peux enlever la culpabilité, je peux enlever la frustration, et puis il y a ce lien entre nous, et puis d'autres moments où on peut laisser place à un désir, de l'assouvir ou pas d'ailleurs, rien d'obligation, rien d'obligatoire, mais de laisser un moment de suspens, quoi. C'est là où on parle de co-création, en fait, ça se crée, les moments d'intime, ils sont pas naturels, ça c'est le début. Mais ça, c'est parce qu'il y a plein de choses qui se passent, on est sous hormones, et que voilà, c'est une parade, mais ça s'estompe. Après, on ne va pas rentrer dans des détails, ça, on est sur des sujets vraiment plus sexo. On a une question partie. C'est très fort. On va en prendre une petite dernière. Bonsoir, merci pour cet échange. J'ai découvert le passage du plaisir la semaine dernière, il y a pas longtemps, et j'étais étonné de voir peu de sextoys en fait pour hommes. Donc je sais pas si c'est juste une observation ou si c'est le cas, pour quelle raison. Du coup, excuse-moi, tu voulais dire passage du désir. Du désir, ouais. Non, il n'y a pas de souci. Il y a espace plaisir. Il y a espace plaisir, passage du désir. Et sans doute celui-là, ouais. Enfin, celui qui est à Océane-Catherine. C'est ça, donc c'est celui qui est mauve, enfin violet. Exactement, ouais. Il y en a qui sauront mieux que moi, mais moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, je ne fais quasiment que des concours sur Instagram où ce sont des toys dits féminins à gagner. Pourquoi, à votre avis? C'est simplement parce que les femmes sont les acheteuses. Voilà. On me le reproche souvent, d'ailleurs, c'est marrant parce que là, tout récemment, j'ai fait un concours, tu pourras aller participer sur Cœur-Nichon, mais un concours où il y a quand même pas mal de commentaires, il doit y en avoir presque 1000, et j'étais étonné parce que c'est pour gagner 10 toys, 10 masculins, donc des masturbateurs, des trucs comme ça. Et c'est parce que ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que quelques mecs venaient et me disaient « Quand est-ce que tu nous parles de toys pour les hommes? Parce que nous aussi, on a un plaisir. » Et voilà. Et donc, après Passage du Désir et les autres Love Shop, je pense qu'effectivement, il y a moins... Proportionnellement, je sais pas combien de pourcentage, mais...
Et pourquoi? J'imagine parce que les hommes en achètent moins que les femmes en achèteraient pour elles ou même pour leurs compagnons, je sais pas. Ouais, après, est-ce qu'il y a moins de demandes parce qu'il y a moins d'offres ou est-ce qu'il y a moins d'offres parce qu'il y a moins de demandes? Je ne sais pas, mais c'est vrai. Il y a plus de toys qui sont destinés à une utilisation, en tout cas pour des vulves. Après, il y a quand même déjà pas mal de choses à explorer avec un pénis et avec une prostate. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se plaindre, qui sont offusquées, de nous dire mais il n'y a rien pour les pénis. Alors si, il y a quand même des gaines de masturbation, il y a quand même des jouets vibrants qu'on peut utiliser encore une fois sur tout le corps. Et il y a toute la gamme de l'anal, elle est destinée à absolument tout le monde. Et alors là, oh non, mais non, pourquoi pas, si, pourquoi pas. Donc évidemment, aucune injonction à utiliser des toys en anal, mais voilà, il y a quand même des choses à découvrir. Je pense qu'il y a quand même le temps avant d'avoir fait tout le tour. Après, évidemment, faut que ça nous tente, hein, mais il y a quand même des choses. J'imagine que ça doit être frustrant qu'il y ait plus de choses pour les femmes, mais j'incite quand même, même pour les personnes à pénis, à aller découvrir en solo ou pas. Les nouvelles choses qu'il y a à tester avec les toys masculins, il y a quand même des choses. Ouais, non, il y a vraiment, il y a quand même du choix, on va dire, au niveau de sextoys masculins, enfin, si on parle en tout cas de verges, si je puis dire, en dehors des jouets pour la prostate, parce qu'il y a des plugs, on va dire basiques, et des plugs spécifiquement pour venir chercher la prostate. Mais c'est vrai qu'au niveau du design, je trouve que c'est assez fermé, quoi. On a beaucoup de choses noires, des trucs qui vibrent, des gros trucs, quoi. Alors que c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est sextoy pour les vulves, du coup, là on a un panel qui est beaucoup plus ouvert. Mais parce qu'on parle de la libération sexuelle et intime féminine, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent, ou des hommes qui viennent acheter pour leurs femmes ou pour jouer à deux, que simplement des basiques. Et puis en plus, l'entretien il est un peu plus chiant, je trouve, quand c'est des jouets pour les verges. Ah oui, alors ça, c'est hyper rapide, mais les jouets, les masturbateurs à laver, c'est une catastrophe pour ceux qui connaissent, parce que forcément, si vous éjaculez dedans, c'est dedans. Et c'est pas comme par exemple les dildos ou autres, ou encore les stimulateurs clitoridiens, encore peut-être plus simple à laver en tout cas que les masturbateurs. Donc, juste si vous avez des masturbateurs, pensez bien à retirer la gaine en silicone, à laver aussi dans le couvercle, j'allais dire, le récipient, j'allais dire. Donc ouais, c'est hyper pénible à laver. Et après, pour répondre à ta question, juste pour finir là-dessus, il y a Internet et alors effectivement sur Passage Désir ou d'autres boutiques, c'est un peu plus féminin, dit féminin que dit masculin, mais en vrai sur Internet, vous pouvez trouver énormément de jouets pour les hommes ou les personnes à pénis en tout cas. Alors moi j'ai juste une petite pensée par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut pas qu'on oublie d'où on vient, d'où ça vient, parce que au final le sextoy féminin a été quand même plutôt pensé par des hommes pour des femmes, pour une utilisation on va dire qui est encore une fois sur la performance de base, parce que si on se rappelle les premiers sextoys ils étaient vraiment difforme, taille, forme phallique, tout ça. Donc on voit très bien d'où on vient. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a énormément eu d'innovation autour du plaisir féminin, parce que ça a été, dans la société dans laquelle on vit, on va pas se mentir, très patriarcale, a été créé dans un premier temps par les hommes pour les femmes. Et sûrement dans cette idée-là, ces hommes-là ne devaient pas se sentir concernés par ces idées d'aller explorer peut-être une stimulation anale ou prostatique en anal, parce que la virilité dans leurs idées, c'était vraiment pénétrer la femme, peut-être. Je ne sais pas, là je fais des théories, mais je pense que ça part d'une idée-là. Et alors, il y a 5 ans, j'ai créé mon premier projet autour de l'intimité, qui était donc un love shop 100% féminin pour aider les femmes à trouver leur premier vibro. Et j'ai toujours dit, il y a 5 ans, je donne à peu près 10 ans pour que les hommes aussi se révoltent un petit peu comme nous, les femmes, on a fait ces dernières années pour le plaisir féminin, parce qu'il y a tout un sujet autour du plaisir masculin qui est encore tellement tue, parce que c'est la performance, c'est la pénétration. Je pense qu'aussi il y a beaucoup d'hommes, et j'en ai autour de moi, qui ne se reconnaissent pas dans cette société qui est très pénétrative et performance. Il faut absolument, ils auront envie d'avoir plus de câlins, plus de ci, plus de ça, plus de sexe anal aussi peut-être potentiellement. Et pour les mêmes problèmes que nous on a eu à l'époque, peut-être de nos mères, de nos grands-mères, eh bien c'est tu. Et je pense que ça va venir de plus en plus. Donc effectivement il y en a
des sextoys pour hommes sur cette planète. Mais je pense que d'ici peut-être plusieurs années, quand vous aurez mené votre propre rébellion, eh bien, vous en aurez sûrement plus et on aura peut-être d'autres aussi manières d'aborder la sexualité masculine dans une société très hétéronormée. Je sais pas. Tu voulais dire quelque chose ? Ça fait quoi ce que tu disais? C'est aussi, je pense, par rapport à la place que le plaisir prend chez les hommes aussi, les questions qui peuvent se poser et leur accès à leur émotionnel aussi. Donc, les choses avancent aussi. Moi, j'observe dans mon cabinet de plus en plus d'hommes. J'aime beaucoup travailler avec les hommes, c'est super et c'est vraiment des reconnexions avec leur émotionnel au final. Et sortir un peu cette idée machinale, très phallocentrée aussi et que ma valeur, elle est dans mon sexe, quoi. Donc si ça fonctionne, il se réduit souvent à cette fonctionnalité. Et je suis qui je suis au final. Donc il y a toute cette dimension symbolique aussi autour de l'émotionnel et je pense que messieurs aussi, voilà, quand vous y accédez, il se passe plein de choses et donc notamment la dimension sexuelle et aussi au niveau du plaisir. Et donc je rejoins Pauline où je pense que dans quelques années, si ça va et ça continue comme ça, s'il y a une majorité d'hommes qui se penchent et s'autorisent en fait aussi à accéder à leur émotionnel et à toutes ces notions de plaisir et de leur sexualité, entre hommes aussi, on en discuter, enfin tout ça, et on arrivera peut-être à plein de belles choses au niveau des toys, en ce qui concerne cette question. Je vous remercie pour votre complémentarité, votre complicité aussi. Je remercie très chaleureusement May, qui est l'une de nos bénévoles du coup au sein de l'association Nouveau Cycle, aussi qui a beaucoup, on peut l'applaudir, qui a beaucoup œuvré pour cette Vulvaventure. Voilà, être bénévole aussi à Nouveau Cycle, c'est pouvoir permettre justement de créer ces événements et de les mener jusqu'au bout. Voilà, merci encore à tous d'avoir été là.